à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et entre la défaite, l'élimination en Coupe de France hier en huitième de finale contre Nice et la fin de Mercato. Il y a des choses à dire pour ce 160e numéro et pour parler de ces sujets qui vont faire parler. Et donc je sais que vous allez bien réagir dessus dans les commentaires après avoir vu le podcast. Pour m'accompagner, Mousse qui fait son retour. Alors Mousse, bienvenue et re-bienvenue dans le podcast. Je te dis re-bienvenue comme si tu avais manqué 5 podcasts, mais tu vois, les gens, même un podcast, les gens ils ont dit c'est pas normal, on n'est pas habitué à ce que Mousse en loupe un. Donc Mousse, comment ça va? Et tu peux expliquer aux gens pourquoi tu n'étais pas là. Je l'ai dit, hein, c'est parce que tu étais dans le train pour revenir sur Paris. Salut Hugo, salut à tous. Déjà, heureux de vous retrouver. Et puis, merci aux gens qui ont noté mon absence et qui m'ont mis des petits comme gentils. C'est très sympa. Et oui, j'étais dans le train au moment où vous enregistriez le podcast. J'allais rejoindre notre ami Clément pour organiser l'interview de Claude Dartois, le héros, le participant à l'aventure Koh-Lanta. Voilà, donc j'étais pas du tout disponible, mais me revoilà et très très heureux. J'aurais préféré revenir dans de meilleures conditions avec une qualification du PSG. Malheureusement, c'est pas le cas, mais au moins ça va nous donner un bon débat, je pense. D'ailleurs, je redis l'interview de Claude qui a été postée hier sur le compte YouTube de Paris United. Donc n'hésitez pas à aller voir l'interview interviewée par Clément Pernia. Elle est très bien. Bon, malheureusement, elle tombe au milieu du match contre Nice avec cette élimination houleuse au penalty, donc en séance de tir au but. Donc c'est vrai qu'elle a été un peu étouffée par le match d'hier, mais n'hésitez pas à aller la voir, elle est très intéressante. Alors juste pour conclure et je laisse la parole aux autres, le seul parmi nous quatre qui doit être un petit peu heureux, c'est Nicolas, parce que Versailles s'est qualifié et j'espère qu'on en dira un petit mot. Bravo Nico et bravo à Versailles. Bien sûr, justement, je vais aller voir Nicolas Purabo qui est avec nous. Comment ça va, Nico? Et oui, on va parler évidemment parce qu'il y aura l'affiche des quarts de finale, donc il n'y aura pas le Paris Saint-Germain, mais il y aura le dernier représentant francilien, Nico, le club de Versailles. C'est ça. Bonjour à tous. Moi, j'ai passé un très très bon week-end de Coupe de France, je ne vous cache pas. Hier, j'ai vaguement appris que le PSG avait été éliminé, donc ça fait un concurrent de moins pour la victoire finale de Versailles. Donc maintenant, bon, voilà, c'est tirage au sort en plus parfait. Match contre Bergerac, une autre N2. Donc, demi-finale, nous arrivons. Nous sommes en approche rapide et j'espère qu'on tapera Marseille au Vélodrome, au Stade de France pour la finale avec 80 000 personnes qui vont scander Versailles, Versailles. Ça va être énorme. C'est ouvert, là, Nico. Hein. Le chemin est ouvert quand même. Ouais, en fait, le plus gros match qu'on a eu cette saison, c'était contre Cachan de Yacine. On les a tordus au 4e tour, facile. Avec des graves incidents en plus, hein. Bon, ça je préfère pas revenir dessus, mais Yacine sait de quoi je parle. Donc ouais, pour l'instant on se balade, hein. Écoute, je vous l'avais annoncé que Toulouse on allait les croquer, ça s'est fait. Voilà, un peu déçu qu'on joue pas à domicile le prochain match, mais bon. De toute façon, vu qu'on n'a pas de lumière au stade, on n'aurait peut-être pas pu jouer non plus, donc ça nous va. On va là où la FED nous envoie, on vient, on gagne, on repart, voilà, on est bien. Nico, il y a moyen de jouer dans le parc du château de Versailles. Il y a des poules. Bah, tu mets deux suites par terre, ça fait des buts et c'est parti. Mais je suis pas sûr que la Fédé soit d'accord. Mais non, on va aller jouer à Bergerac, il n'y a pas de souci. Juste éviter l'OM au Vélodrome en demi, parce que ça fait chier d'aller jusqu'à Marseille. Mais non, on est confiant, on est bien. Là. Par contre, pour la ferveur, c'est pas encore ça à Versailles. Hein, je vous cache pas que c'est moyen. Nico, on sera là pour supporter Versailles maintenant que le Paris Saint-Germain est éliminé. On va évidemment soutenir le dernier club francilien encore qualifié en Coupe de France. On va aller voir, bien sûr. On va aller voir celui qui s'est fait éliminer donc au 4e tour de Coupe de France avec son club de Drancy. C'est Yacine Amnet. Comment ça va, Yass? De Cachan. Oh, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Drancy. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dans le podcast de Cachan. Ouais, parce que Yacine il a la gueule d'un mec du 9-3, c'est tout. De Cachan. Bon, Yass, comment ça va? Bah écoute, ça va. Hein. Ouais. J'ai bien aimé la phrase de Nico, les deux pulls par terre, parce que ça m'a rappelé le vrai foot. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu du vrai foot. C'est vrai qu'hier, c'était encore pas ça, mais bon, Yacine, on va aller prendre des places et puis on va aller avec Nico voir supporter Versailles, hein, parce qu'au moins ils font plaisir. Ouais, de toute façon, on supporte. Hein. Le club de l'Île-de-France, c'est le dernier, on va supporter. Et on va supporter Youssef Chibi, voilà, parce que je le connais un petit peu, on s'est côtoyé, donc voilà. Et en tout cas, on suivra ça. D'ailleurs, je vais vous donner déjà le résultat d'hier, mais évidemment, vous l'avez vu. Le Paris Saint-Germain, donc, qui joue en 8e de finale de Coupe de France contre Nice, le 2e de Ligue 1.
Et donc 0-0 à l'issue du temps réglementaire et défaite au tir au but à la séance de tir au but, 6 tirs au but à 5 pour Nice avec Leandro Paredes et Xavi Simons qui ont manqué leur penalty. Résultat, le PSG ne verra pas les quarts de finale de Coupe de France cette saison. Un scénario tellement PSG, éliminé par les arrêts décisifs d'un gardien prêté par le club, Marcin Bulka, qui était hier dans les cages de l'OGC Nice. Gardien polonais de 22 ans, numéro 2, qui est derrière Walter Benitez, mais hier, il a eu la confiance de Christophe Galtier, il lui a bien rendu pendant la séance de penalty. Et donc, l'affiche des quarts de finale, on en parlait un petit peu. Donc, ça aurait dû être le Paris Saint-Germain, mais ça sera Nice qui affrontera l'OM pour la seule affiche entre équipes de Ligue 1. Bergerac, qui a éliminé Saint-Etienne, donc une équipe de N2, affrontera Versailles, on en parlait, une autre équipe de National 2, qui a éliminé le leader de Ligue 2 Toulouse. Nantes affrontera Bastia, et puis l'AS Monaco recevra Amiens, autre club de Ligue 2. Donc voilà, je le disais. La dernière fois que ça n'a pas été... Ah oui, j'ai une petite stat quand même pour Versailles. La dernière fois que ça n'a pas été le PSG, le dernier représentant français en Coupe de France, la dernière fois que ça n'a pas été le PSG, c'est lors de la saison 96-97. C'était l'Union Sportive de Créteil-Lusitanos, qui était encore le seul club de l'Île-de-France qualifié. Et une autre petite stat, première fois que Paris ne disputera pas la finale de Coupe de France depuis 2014, où il avait été éliminé contre Montpellier en 16e de finale, plus première fois aussi que Paris ne marque pas dans un match de Coupe de France depuis la finale de l'édition 2011 contre Lille, et cette défaite 1-0. Donc voilà pour les petites infos à rappeler. On va rentrer dans le vif du sujet. Par quoi commencer? Allez, Yass, je vais venir vers toi. Souvent, je viens de voir en dernier, je laisse les autres commencer. Allez, je vais venir avec toi directement. Allez, tu vas mettre les pieds dans le plat. Hier, il suffit juste d'avoir des yeux pour voir ce qui n'a pas fonctionné et expliquer la défaite. C'est un peu le résumé de la saison. On n'a pas vu beaucoup de jeux, pas beaucoup de création, pas de mouvement, pas de dédoublement, pas d'appel. Pour parler un peu de foot, parce que Yassine, tu disais c'est compliqué de voir du foot au Paris Saint-Germain. Mais surtout que Nice, en plus, ne mérite pas plus que ça de se qualifier vu la prestation des joueurs de Galtier. Ils ont mis le bus, ils n'ont pas montré grand-chose, mais bon, ils se sont montrés décisifs dans les tirs au but. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette piteuse élimination contre Nice? Bon, il y a plein de choses à dire, mais la première, déjà, on est obligé de parler de Nice rapidement. On est obligé de dire c'est pour ça que je l'ai mis dans mon propos, parce qu'il faut quand même le dire. Malgré tout, ce qu'ils ont proposé, c'est quand même horrible. Alors, ça a payé puisqu'ils sont qualifiés. Donc, on va dire en coupe, il n'y a que le résultat qui compte. Effectivement, ils sont qualifiés. Mais je rappelle que Nice, c'est quand même pas le 16e de Ligue 1, c'est le 2e de Ligue 1. On nous vante le jeu niçois, on nous vante Galtier, etc. Sauf que pour ceux qui suivent régulièrement beaucoup de matchs, en fait, Nice a été un petit peu plus défensif que d'habitude. Mais il faut savoir que Nice, cette saison, c'est pas non plus le football champagne. Il ne faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'ils ont des résultats que tout va bien. C'est beaucoup au mental, c'est beaucoup en fin de match. Voilà. Bref, une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais la première chose, c'est... On parle de joueurs de foot professionnels qui, soi-disant, parce qu'on nous dit toujours l'état d'esprit, machin, mais techniquement. Mais moi, techniquement, je vois des choses qui sont hallucinantes. La qualité de passe. On avait parlé la semaine dernière, malheureusement, de Ramos, qui a déjà redisparu, et on parlait de l'intensité qu'il mettait dans ses transmissions. Hier, j'ai vu des passes qui mettaient 3 secondes à arriver à 5 mètres, on se donne tout dans les pieds, il n'y a pas de mouvement. Ok, le bloc bas, le bus, tout ce que vous voulez. Sauf que, malgré tout, il y a, et pour ceux qui ont passé leur diplôme d'entraîneur, ils comprendront. Alors, j'ai pas l'entraîneur pro, parce que j'ai pas la chance d'aller jusque-là, mais j'ai passé quelques diplômes. On vous explique comment contrer ou comment déséquilibrer une équipe organisée en 4-3-3, une équipe en 4-4-2, une équipe en bloc bas, une équipe en bloc haut, etc. Bon, apparemment, Pochettino a raté le cours sur comment déséquilibrer un bloc bas. Parce que si tu ne mets pas de mouvement, si tu ne mets pas d'intensité, si tous tes joueurs font 9 touches de balle avant de donner un ballon, bah effectivement, ça donne ce que ça a donné hier. Et comme en championnat, j'ai eu l'impression que Dante, il avait 22 ans. Il s'est régalé. Voilà. Donc, à un moment donné, je veux bien toutes les excuses du monde, mais là, ce n'est pas possible ce qui s'est passé hier, dans l'état d'esprit, dans la vitesse de jeu, dans les intentions. Et je rappelle que Pochettino a souvent... Alors, il a demandé du temps. Bon, on est à plus d'1 an maintenant. Bon, quand même, il va falloir à un moment donné nous dire c'est quoi le temps, parce que bon, le temps, ça veut tout et rien dire. Mais il s'est plaint. Oui, on joue tous les 3 jours. On n'a pas le temps. Moi, je rappelle que depuis la reprise du 2 janvier, 1er janvier, ou je ne sais plus quoi la date exacte, il y a un match par semaine.
Ça veut dire que le PSG s'entraîne au moins 5 fois par semaine depuis le 1er janvier. Et il n'y a toujours rien. Donc le temps, c'est du bluff. L'histoire des matchs tous les 3 jours, j'ai pas le temps de travailler, c'est du bluff. En fait, il n'y aura rien, il n'y a plus rien à attendre. Juste le fameux miracle du match de Ligue des Champions. Voilà, parce qu'hier, c'est catastrophique et on reviendra dans le détail sur la prestation des joueurs. Mais franchement, collectivement, c'est nul. Voilà, c'est nul. Mousse, c'est vrai que Yacine l'a rappelé, ça fait un mois complet depuis début 2022 que le PSG a une semaine d'entraînement pour préparer ses matchs à chaque fois. La tournée au Qatar a été annulée. Pochettino a dit en conférence de presse d'ailleurs qu'il travaillait les sorties de balles, les circuits de passe, les transitions. Physiquement, le travail était individualisé. Bon, on a vu les mêmes matchs hier, on a les mêmes jeux. On n'a rien vu tout ça dans les matchs. Et hier encore, Mousse, c'était. On ne voit pas ce qu'il travaille à l'entraînement, puisque Pochettino nous dit à chaque fois, comme disait Yacine, j'ai que 3 jours, donc c'est du repos, etc., pour reposer les organismes. Et au final, même quand ils ont le temps de travailler, il n'y a rien sur le terrain. Ouais, et pour revenir sur ce que disait Yas sur l'adversité, sur cette équipe de Nice, effectivement, Nice n'a absolument rien proposé, ce qui a permis au PSG effectivement d'avoir une grosse possession, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, sauf qu'en première mi-temps, vu qu'il y a très peu de mouvement, il n'y a pas de vitesse dans le jeu, et que tu insistes pour passer dans l'axe, alors que l'axe, ils sont 10, et que tu peux absolument rien faire, la première mi-temps, elle était longue. Moi, je me suis bien fait chier dans cette première mi-temps. La deuxième, non, mais c'est vrai, c'était très très long. Je sais pas, depuis le parc comment c'était, mais devant la télé, déjà que le match commence tard, 21h15. Ouais. Voilà, donc déjà, il faut attendre le match. Le match, au bout de 5 minutes, tu as compris que la première mi-temps, elle va être comme ce que tu as vu les matchs précédents, c'est-à-dire un petit PSG tout pépère, tranquillement, avec un milieu de terrain encore remanié. Écoute, c'est une déception parce que la coupe, l'histoire entre le Paris Saint-Germain et la Coupe de France, c'est une véritable histoire d'amour, j'ai envie de te dire. C'est un club, c'est une compétition qui a beaucoup compté dans l'histoire du Paris Saint-Germain et voir les joueurs démarrer le match tranquillement, donc tu sens que c'est pas trop leur priorité. Ouais, ça fait chier. Puis on parlera peut-être de la compo tout à l'heure, mais c'est vrai que la compo, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien, surtout que Pochettino, en conférence de presse d'avant-match, on avait posé la question par exemple sur les jeunes. Alors je dis pas qu'il faut mettre 11 jeunes sur le terrain, mais tu as quelques absents. Tu sais que par exemple un Danilo Pereira au milieu de terrain, il va peut-être pas, c'est pas le joueur qui va t'apporter le plus, en tout cas pour créer le lien entre le milieu et l'attaque. C'est pas le joueur qu'il faut. Et hier il est titulaire. T'as Xavi Simons, pardon, qui est là. T'as Michu, je sais même plus si c'était dans le groupe d'ailleurs, mais je crois que oui. Ouais. Oui, c'était dans le groupe, Michu. C'est chauffé. Donc t'avais quand même voilà. Et puis c'est lui qui a dit, c'est quand même le coach qui a dit oui, les jeunes joueront. Donc alors peut-être que nous on a pris cette phrase pour sur le fait qu'il démarre la rencontre, ça n'a pas été le cas. Et finalement, on se rend compte que, par exemple, Simons, il rentre à la 80e, il me semble, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et en plus, le pauvre, c'est lui qui hérite du dernier tir et qui rate son penalty, qui voit le club éliminé. Donc il y a plein de choses à dire sur cette rencontre. Il y a évidemment beaucoup de déceptions. Et sur le 11 hier qui démarre la rencontre, on va peut-être souligner, 3-4 joueurs qui ont fait le job. Pour le reste, c'était catastrophique. Je vais citer Donnarumma qui est toujours là. Et même s'il n'a pas eu beaucoup de travail à effectuer hier, quand il fallait le faire, il l'a fait. J'ai quand même bien apprécié la charnière centrale et notamment Kerrer. Et puis pour le reste, Verratti qui a quasiment tout fait. Et puis c'est vrai, comme tu l'as dit, Hugo, moi aussi j'aime bien la progression et l'évolution de Nuno Mendes. Pour le reste, tu avais le retour de Draxler par exemple. Qui aurait pu se relancer sur un match et qui nous a gratifié d'un passement de jambes entre 2 siestes ou 3 siestes même, si tu prends la totalité du match. Et j'espère qu'on reviendra sur Messi. Alors Benzema nous a expliqué que si on critiquait Messi, on comprenait rien au football. Désolé mon cher Karim Benzema, mais là il y a un moment, il va falloir qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle aussi du rendement de Lionel Messi. Voilà. On va revenir un peu sur tous les sujets que tu as abordés tout à l'heure, Mousse, tout au long du podcast. Bon, comptez pas sur moi pour défendre Draxler aujourd'hui. Je veux bien de temps en temps défendre les causes perdues, mais hier, à part le petit passement de jambes sur le côté, là, en l'entrée de la surface, qui m'a fait plaisir, pour le reste, c'était pas ça. Nico, est-ce que tu fais un peu, j'imagine, le même constat que Yacine et Mousse, où il y a un point que tu veux appuyer sur l'ensemble du match qui te revient en mémoire là?
Non, ils ont déjà à peu près tout dit. Moi, la seule chose que je peux rajouter, c'est que ce PSG aujourd'hui En fait, voilà, je suis devenu indifférent à ce PSG, c'est terrible. C'est ce que je mettais hier sur Twitter. C'est que je suis même pas énervé, je suis même pas déçu. Je regarde les matchs du PSG en me forçant presque maintenant, parce que je m'ennuie vraiment. Hier soir, c'était ça ou un film avec Bud Spencer et son pote Terence Hill, donc le choix était vite fait, tu vois. Donc j'ai opté pour le match du PSG, mais du coup je regrette au bout d'un moment. Alors j'en suis pas encore au point de zapper, mais je suis vraiment pas loin. Mais voilà, je bouquine à côté, je fais un peu de téléphone, je discute avec ma femme, du coup, non, elle est contente. Bon, tu vois, voilà, je suis plus, voilà, je suis en train de me détacher de cette équipe et c'est horrible, voilà. Donc, d'un côté, je suis content parce que il y a encore 3 ou 4 ans, genre de match, mais je passais la nuit à m'énerver, je dormais pas. Là, maintenant, bah, écoute, je vais me coucher en sifflotant et puis je me dis, bon, bah voilà, maintenant c'est quand le prochain? Bah, c'est dimanche, bah super. On regarde ce qu'il y a à la télé, et puis s'il n'y a rien d'autre, je regarderai le match du PSG, quoi. Donc voilà, soirée de merde, match tout pourri, attitude des joueurs honteuse, Pochettino, t'as envie juste de l'accrocher au pare-choc de la bagnole et de l'emmener jusqu'à l'Eurostar pour qu'il se barre. Et puis voilà, ce club commence vraiment à me fatiguer. Et puis alors un truc aussi, j'ai hâte de voir le retour des supporters, non pas pour qu'il y ait de l'ambiance dans ce stade, mais pour voir un peu la réaction, parce que ça fait plusieurs mois que tout le monde chante, bravo à eux d'ailleurs, c'est très de belles animations. J'aimerais bien voir si les supporters ils vont continuer à accepter ça encore longtemps et si on va continuer à chanter pendant 90 minutes devant ce genre de spectacle affligeant. J'aimerais retrouver quand même un peu de fronde comme on a eu il y a quelques années. On n'en est pas encore à débarquer tous au camp des loges un matin, on a passé l'âge. Mais voilà, moi j'ai connu ça et j'ai du mal à croire que les supporters puissent accepter ce qu'on a vu hier soir. Mais tu fais bien d'insister dessus, Nico, parce que c'est vrai que ça a été un petit débat hier sur Twitter où je voyais des supporters parisiens dire mais quand est-ce que le club, je reprends des propos, hein, c'est pas moi qui ai dit ça, mais quand est-ce que le club va faire son boulot, c'est-à-dire gronder quand il le faut par rapport au match qu'on voit depuis le début de saison et que rien ne change. Le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont se retrouver interdits de tribune potentiellement. Donc, il faut, voilà. Je comprends que ce soit pas si simple qu'à une époque, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une mauvaise chose. Attention, c'est un sujet délicat, mais voilà. Je sais pas. Bon, j'ai hâte de voir le prochain match. Ce sera contre Rennes au parc. J'ai hâte de voir l'accueil fait aux joueurs. Et puis voir si devant ce genre de spectacle, on continue à la chanter pendant 90 minutes et à se féliciter de voir Messi marcher sur un terrain, ce genre de prestations. Voilà, j'ai hâte de voir ça quand même. Yacine, tu Ouais, vas te lever la main. juste on finit sur la parenthèse supporter. Moi aussi, je suis de l'avis de Nico. Un peu de réveil, de révolte. Encore une fois, c'est très bien ce qu'ils font, l'ambiance, tout ça. Mais à un moment donné, les joueurs, le club a besoin de comprendre que on parle de spectacle. Malgré tout, il y a des gens qui payent très cher à leur place. Alors hier, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait 5000 personnes. Les 3 matchs que j'ai fait là à 5000, je vais pas mentir, c'est très très dur. C'est très très dur. Entre l'histoire quand Sergio Ramos rentre et que tout le monde l'acclame comme un club qui n'a jamais connu aucun joueur du monde. Hier, c'est Messi. Avec le peu de monde qu'il y avait, il y a quand même eu un petit départ de fameux Messi. Non mais je vous jure, non, mais je suis au bout du rouleau. Quand je vois ça, je suis au bout du rouleau. Voilà. Je Alors, rappelle, Yacine, t'étais, parce que c'est vrai qu'il est tout le temps, mais je vais le redire, tu étais au stade hier pour le match, tu étais accrédité voilà. avec ta tête, donc tu étais au parc hier. Voilà. Et comme Nico, évidemment que je veux pas le retour des années 90 parce que oui, l'ambiance était folle, mais des fois c'était n'importe quoi. Mais il y a un juste milieu à trouver. Ça peut pas être que des bénis oui-oui. Vous dites que le club vous appartient, que le club c'est vous, que tout le monde est de passage, etc. À un moment donné, respectez-vous. Messi, il a même pas à avoir, c'est même pas le chant barcelonais. Messi, il n'a pas à avoir de chant aujourd'hui. Tout court. Voilà. Montre-nous que tu as envie de jouer. Après, peut-être on verra. Euh, mais bref, tout ça, le maillot, on peut englober le maillot dedans. Est-ce qu'on a le droit d'accepter de jouer en noir 3 matchs d'affilée? Alors, il y a les explications que Mousse donnera après, mais enfin les explications pas officielles, hein, c'est des rumeurs, il y a un peu les deux, les deux versions. Mais voilà, à un moment donné, oui, il va falloir leur mettre un coup de pied au cul pour les réveiller parce que c'est pas possible de proposer ça, c'est pas possible de manquer de respect au foot et au club. Et c'est pas possible que les dirigeants vivent ça tranquillement. Voilà, en se disant, bon, on a des supporters, super, voilà, on s'en fout. Mousse, tu veux parler du maillot, je suis sûr.
D'abord sur les supporters, parce que je suis pas d'accord avec ce que dit Nico quand tu dis Nico que t'as hâte de voir si le Cube va sévir ou va gronder en tribune parce que si c'est le cas, il risquerait de se faire sanctionner. Non, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait des risques de sanctions envers le collectif Ultra Paris. Rappelez-vous après l'élimination face à Manchester. Il y avait eu un entraînement 2 jours après, il me semble, qui aurait dû être au camp des loges. Et il y avait une rumeur comme quoi les ultras allaient débarquer au camp des loges pour leur mettre la pression. Finalement, le PSG avait organisé l'entraînement au Parc des Princes. Et rappelez-vous, les ultras sont venus au Parc des Princes. Sous la pression, le PSG les a laissés rentrer. Et ils savaient très bien ce qui allait se passer. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images, c'était assez violent. Il y avait 1000 ultras pendant l'entraînement qui a insulté les joueurs, et notamment Kurzawa qui avait pris cher, Rabiot qui avait pris très cher. Donc je pense que si les ultras veulent faire passer un message, ils le feront passer, Nico, sans problème. Après, je suis pas sûr que ce soit leur priorité, le style de jeu, etc. Les ultras, c'est un monde un peu à part. Ce qu'ils aiment avant tout, c'est soutenir l'équipe, faire du bruit, etc. Après là, c'est la Coupe de France, donc il y aura peut-être quelque chose, peut-être une banderole parce que la Coupe de France, encore une fois, c'est un trophée qui est important pour le Paris Saint-Germain. Donc, écoute, moi, je pense qu'il y aura, je pense qu'il y aura quelques banderoles assez assassines si ça continue comme ça. Et on verra le prochain match en déplacement. Donc, je crois que ce sera dans le prochain match au Parc, c'est dimanche prochain. Je sais même plus c'est quel match. C'est Rennes. Ouais, le week-end d'après. Voilà. Bon, écoute, on verra. Et sur le maillot, oui, il faut en parler parce que c'est pas. Alors, je sais, Hugo, tu m'as dit que moi, j'avais pas vu ça passer, mais des gens qui disaient qu'il y avait un problème d'approvisionnement de maillots et que c'est pour ça qu'ils pouvaient pas jouer en bleu. Mais si c'était le cas, enfin moi, tant que c'est pas une information officielle qui vient du club, moi, je peux pas croire à ça parce que si vraiment c'était le cas, je pense que le club aurait expliqué que on a du mal à s'approvisionner à cause du Covid, à cause de différentes raisons. Et il n'y a aucune communication. Donc, on continue à pas respecter les couleurs du club. Et ça fait 2 matchs consécutifs qu'on joue à domicile sans le maillot domicile. C'est-à-dire que un maillot extérieur, un maillot noir. D'ailleurs, déjà, cette saison, le maillot, il est tout bleu avec les petites bandes rouges, blanches sur le col, mais c'est pas vraiment non plus les couleurs du Paris Saint-Germain. Si en plus, tu joues avec un maillot qui n'a absolument rien à voir, c'est catastrophique. Et dernière chose, je rejoins totalement Nicolas quand il dit que on regarde les matchs, mais sans aucune passion en fait. C'est-à-dire qu'on le regarde parce qu'on est supporter du PSG, qu'on veut quand même le regarder, mais on le vit plus comme on vivait les matchs il y a encore 3-4 ans. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. C'est peut-être une question de génération, mais c'est vrai que tu as l'impression parfois qu'on se détache petit à petit, on se détache du club parce qu'on se reconnaît plus dans ce club. Et quand tu vois l'effectif qu'on a, même si à tous les postes c'est pas tout à fait égal, malgré tout tu as quand même une équipe d'internationaux que tu dois quand même pouvoir battre un Nice qui est faible, qui joue à 11 derrière chez toi. Donc là c'est de pire en pire à ce niveau-là. Ouais, j'ai plus vibré sur la séance de pénaux, ça m'a donné un petit peu de stress que le match en 90 minutes. Hein. Au moins les pénaux c'est un peu plus on va dire perturbant, et en tout cas tu vibres un peu plus quoi, parce que c'est vrai que pendant les matchs je suis un peu de votre avis. Pour vous parler du calendrier, hein, le prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera contre Lille mais en déplacement le 6 février prochain, et puis il y aura la réception de Rennes, donc il y aura encore un match à domicile avant la réception du Real Madrid le 15 février, donc à voir si le Paris Saint-Germain rejouera sous ses couleurs pour le match contre Rennes. Je voulais entamer, je vais venir avec toi Yacine, je voulais entrer en premier thème, parce que là on a fait un peu le débrief général, global, pour rentrer un peu dans les points précis sur Mauricio Pochettino, l'ami Mauricio, l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, qui donc, je vous donne le 11 de Pochettino hier, on va parler de ses choix de composition. Donc il y avait Donnarumma au goal, qui finalement a pu revenir, il était blessé, et au final il a pu être titularisé dans les cages. Dagba est aligné à droite, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes, un milieu de terrain à 3, Herrera, Danilo, Verratti. Messi, Icardi, Draxler devant, avec le retour de Draxler dans le 11 titulaire, enfin, on va dire dans le retour qui rejoue enfin un match au coup d'envoi. Et sur le banc, il y avait Mbappé, Paredes, Bernat, Simons, Michu, Bitu Mazala, Bichabu et les gardiens Letellier et Francky. Les changements. Paredes qui est rentré pour le début de la deuxième période à la place d'Herrera. Mbappé à la 64e minute, place d'Icardi, et Bernat et Simons qui sont rentrés à la 80e pour remplacer Nuno Mendes et Dagba.
Je précise tout ça parce que vous en avez parlé un peu tout à l'heure, Mousse notamment. Il avait fait une déclaration en avant-match, Yacine, sur le fait de titulariser les jeunes hier pour Nice, pour le match contre Nice. Donc la question était est-ce que en Coupe de France, vous intégrez beaucoup de jeunes depuis le début de la compétition? Allez-vous continuer contre Nice? Et Mauricio Pochettino a répondu oui, il y aura des jeunes qui joueront le match de demain parce que nous avons des blessés, que certains joueurs ont des compromis internationaux et aussi parce qu'ils le méritent. Bon, peut-être qu'en jeune, il parle de Nuno Mendes, qui a 19 ans. C'est ce que j'allais dire, il parle de Dagba, Mendes. Mais sinon, pour parler des choix de compo, déjà, Yacine, il a fait jouer Simmons 10 minutes, mais c'est un peu fichu de notre tête, l'ami Pochettino. Ouais, parce que alors faut rappeler aussi qu'Mbappé est sur le banc parce qu'il a ressenti une gêne cette semaine à l'entraînement en fin de semaine là. C'est ça, c'est ce que j'ai repris de l'article que tu as fait, Yacine, hier, parce que tu étais en conf de presse d'après-match, où il disait dans les derniers jours, Mbappé a ressenti une gêne, donc on a préféré ne pas prendre de risques. Et c'est pour ça que c'était prévu qu'il joue que 30-40 minutes. Voilà. En dehors de ça, le problème, c'est que quand tu sais très bien que Nice, il y a 99% de chances qu'ils viennent avec cette équipe-là et jouer comme ça avec ce fameux 4-4-2. Donc, première chose, tu sais que tu vas avoir la possession. Donc, sur 3 milieux de terrain, tu as 2 joueurs non créatifs. Donc déjà, tu vas avoir le ballon, mais tu ne peux pas créer de jeu. Donc, tu comptes sur Verratti. La deuxième chose, c'est que, on revient à ce que je dis depuis des mois, statut, regarde qui est disponible, je fais mon équipe en fonction des statuts, parce que là, on n'est pas contre une Nationale 2 ou Nationale 3, on est contre une Ligue 1. Donc, on revient à ce qui se fait de plus normal, les statuts. Herrera, ça fait des mois qu'il est nul. D'accord? Et là, tu te dis, ok, est-ce que je peux mettre Simmons? Non, je mets Herrera, parce que Herrera, il a joué à Manchester, parce qu'Herrera, il a 30 ans, parce qu'Herrera, il a un gros salaire, donc je mets Herrera. Voilà. Donc en fait, ces choix, de toute façon, c'est même pas des choix. Voilà, j'ai envie de te dire presque, c'est un algorithme. Voilà. Il y a les postes dans l'ordinateur, et lui, il dit, tiens, allez, l'algorithme, vas-y, dis-moi, c'est quoi la meilleure équipe pour aujourd'hui? Et tu dis, bah lui, 300 matchs de professionnel, lui, 250 matchs, lui, international. L'équipe, elle se fait, lui, il dit, ok, voilà, les gars, l'équipe, elle est faite, c'est l'ordi qui l'a faite. Non, mais sinon, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de choix. Et là qu'on arrête de m'expliquer l'histoire du staff, des dirigeants, de l'image qui font l'équipe, c'est lui qui fait l'équipe. Voilà. Et son équipe, il n'y a pas de choix. Voilà. Il ne fait pas de choix et il n'y a aucune idée. Voilà. On ne sait pas ce que cette équipe veut faire. Est-ce qu'elle veut avoir le ballon? Est-ce qu'elle veut créer? On ne sait pas. Voilà. Les changements, Paredes, il est en Amérique du Sud il y a 48 heures. Il est arrivé, il rentre à la mi-temps. Donc, non mais on peut tout expliquer. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est que l'entraîneur. Évidemment que les joueurs ont leur part de responsabilité. C'est eux qui sont sur le terrain. Malgré tout, c'est quoi son travail? Préparer une équipe, faire des choix, amener une idée de jeu. Alors, je ne vais même pas dire global, un ADN. Hein. Je vais dire une idée de jeu sur un match. Et de motiver ses joueurs. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Ces compos, elles sont nulles. Ils restent toujours dans le même système. Les 5 premières minutes, j'ai vu Danilo très bas à côté de Kerrer, justement. Je me suis dit, il y a une esquisse de 3-4-3. Est-ce qu'on ne serait pas par... Bon, finalement, Danilo, il est vite revenu dans le milieu. Et on est resté sur le 4-3-3 classique. Bref, il y a zéro idée. Franchement, moi, je suis dépassé. Et je répète encore ce que je dis à chaque fois. Ok, c'est pas que de sa faute. Maintenant, je te donne 9 millions d'euros pour faire quoi? Voilà. Encore une fois, si c'est comme un football manager, dire fais-moi l'équipe des joueurs, il n'y a pas besoin de. Faites football manager, les gars. Rentrez les données dans football manager. Prenez pas de coach. Hein. Voilà, vous donnez, l'ordinateur, il va te sortir les équipes à chaque fois. Ah, mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Et alors, pour terminer, après je laisse, la conférence de presse. Non, mais je vous jure, parce que moi j'y assiste. Raconte-nous. Non, mais alors déjà, je suis obligé quand même de le défendre un tout petit peu. Les questions des journalistes, il y a eu quand même, parce que je ne les ai pas toutes mises, il y a eu les 3 premières questions sur les tirs au but. Sur Simons, comment il allait réagir. Est-ce que c'est normal que ce soit le dernier tireur? Non, mais déjà ça, mais des en fait, on est au niveau, tu sais, le football logique, quoi. C'est-à-dire que nos journalistes sont au niveau du match. Ils sont nuls. Mais ensuite, pour les 2-3 questions, un peu de jeu, mais les réponses. Ah, mais t'as envie de te flinguer. On est obligé de les noter parce que ça fait partie du job, mais franchement, c'est une horreur. Voilà.
Nico, pour aller dans le prolongement de Yacine, j'ai noté les déclarations qu'a fait Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match, donc sur les questions un peu plus intéressantes, hein, Yass, notamment sur. On parlera après des tireurs de pénaux, parce qu'il a répondu quand même. Il a quand même dit pouvez-vous expliquer les choix des tireurs sur les tirs au but. Il a dit le choix des 5 premiers tireurs était connu. Après, on pensait gagner au bout des 5. Les suivants, c'est ceux qui se sentaient. Simons n'a pas été ma décision. Bah, Nico, peut-être que tu veux réagir dessus déjà. Parce que bon, voilà, c'était. Je pense, beaucoup, j'ai vu, on dit, on t'en veut pas, Simmons, c'est pas un gamin de 18 ans qu'on demande on va dire, on t'en veut pas d'avoir loupé le penalty. Il y a des internationaux qui étaient sur la feuille de match et qui étaient encore là, qui auraient pu prendre le relais et ne pas te mettre comme ça sur le champ des lumières à devoir tirer le penalty peut-être décisif. Et prendre toute la responsabilité sur toi. Il y avait des Danilo ou Kimpembe qui étaient capitaines hier, qui auraient pu tirer avant lui peut-être. Ouais, je suis pas sûr qu'envoyer Danilo ce soit forcément la meilleure des réponses à tout ça. Non, mais alors, sur le coup de la séance, alors c'est ce que dit Pochettino sur le choix des tireurs, ça confirme juste qu'en fait, il décide de rien. Ouais. De toute façon, il n'a pas besoin de le dire, on l'a bien vu, parce qu'à la fin du temps réglementaire, tu as tous les joueurs qui sont réunis. Pochettino, il est en train de, je sais pas ce qu'il fait, il est à l'écart, en train de regarder ses chaussures. Il doit penser à la liste de courses qu'il doit faire ce matin, je sais pas, mais il n'est pas du tout dans la préparation de la séance. Donc, de toute façon, on l'a vu, il n'a pas besoin de le dire. Cette scène, elle est exceptionnelle, parce que j'étais au parc et je regardais, je me dis, mais il n'est pas concerné, le mec, il s'en fout, il n'est pas dans le groupe, enfin, les joueurs, ils décident, quoi. C'est ça, mais on le voit, hein, de toute façon, ça se voit, de toute façon, on le voit même sur le banc, hein, pendant tout un match, il garde tout le temps son masque, il n'enlève jamais son masque pour parler, donc tu dois même pas l'entendre, et puis tu vois que de toute façon, il est là sans être là, donc sur le choix des 5 joueurs, c'est énorme. Après, ce que dit Pochettino, écoute, c'est les joueurs comme ils le sentent. J'ai envie de te dire, quelque part, ça, pour le coup, c'est le seul truc que je trouve à peu près normal. C'est vrai qu'à partir du 5e tireur, généralement, on envoie ceux qui le sentent. Et puis à partir du moment où le petit Simons, il est pro au PSG maintenant, il a un contrat, il fait des entrées de plus en plus souvent, il tire souvent les pénaltys avec les jeunes également. Il sent d'aller le tirer, moi ça me choque pas qu'il y aille en numéro 8 ou 9. Voilà, ça m'aurait choqué si on l'avait envoyé en numéro 4 ou 5 par exemple. Là, écoute, il se sent d'y aller, il y va, il rate. Bon, pour moi, c'est un non-événement, ça arrive à des centaines de grands joueurs, ça arrivera encore par le temps. Voilà, pour ça, c'est rien. Mais voilà. Sinon, je te fais réagir sur une autre déclaration de Pochettino, parce qu'on parle de lui. La question était comment expliquez-vous l'animation offensive décevante de votre équipe ? Ça regroupe un peu les choix de compo, etc. et le match. Et Mauricio Pochettino répondait c'est une question d'équilibre. Ce qu'on fait avec et sans ballon, il n'y avait pas de possibilité de contrer le 4-4 de Niçois. Comment trouver de la vitesse devant une équipe aussi regroupée ? On n'a pas réussi à trouver la solution. Voilà. Craquer l'aveu de faiblesse quand même. Non mais en plus, toi, c'est une question. Il fait chier déjà avec son équilibre tout le temps. Voilà, l'équilibre. Et est-ce que quelqu'un un jour va lui dire justement le football, c'est justement les déséquilibres qui vont te permettre de faire des choses ? Qu'est-ce que tu as besoin hier d'aligner 3 milieux de terrain, dont 2 qui ne servent à rien ? On n'arrête pas de nous dire le PSG a des milieux très faibles. Bah ouais, mais déjà on joue avec 3 milieux. Pourquoi on joue pas avec 2 pour commencer ? S'ils sont tous nuls, nos milieux, autant en mettre que 2 plutôt que 3. Donc toi déjà, moi je commencerai juste par ça. Et encore une fois, je suis pas coach. C'est la première chose. Après, cette histoire de dire comment est-ce qu'on peut déséquilibrer un bloc en 4-4-2, mais c'est pas son boulot, justement, au mec, de trouver les solutions, tu vois. Ça, c'est fou de dire des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, ils sont tous dans le déni, quoi. Kimpembe qui t'explique à la télé qu'ils ont fait un bon match, c'est quand même juste, c'est vraiment du foutage de gueule. Pochettino, on a été meilleur. En gros, il t'explique que parce qu'on a fait 25 passes dans le rond central pendant 1h30, on a été meilleur que Nice. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'animation, mais on revient toujours dans le même cycle, dans les mêmes défauts de cette équipe, et il n'y a rien qui bouge. Donc, si en plus Pochettino, il commence pas, c'est pas un moment qu'il le fait, mais s'il continue en plus à se soustraire aux critiques, à nier la réalité, à prendre juste les gens pour des cons comme il le fait, c'est sûr que ça va pas arranger ses relations avec les supporters. Et puis moi, je suis même assez étonné de la relative mansuétude de la presse à son égard, parce que je vois pas de question où il se fait déchirer, quoi. Enfin, à un moment, on va devoir être obligé de lancer Yacine à la guerre, quoi, lui dire vas-y Yacine, ce sera ton dernier match au parc, mais vas-y, feu vert, vas-y, dis tout ce que tu as à dire en conférence de presse. Mais toi, sur un match comme hier, Pochettino, pour moi, c'est 99% de la prestation hier, Pochettino. C'est lui le responsable. Les joueurs, oui, Leonardo, oui, la présidence, le Qatar, tout le monde, évidemment. Ce club va mal dans plein d'étages.
Mais Pochettino fait le choix des joueurs, fait le choix de la tactique, fait ses compos de départ, fait le plan de jeu. Comme le dit Yacine, que fait Pochettino dans ce club? J'aimerais bien connaître une réponse. Je peux dire juste une chose sur les questions. Je tiens à dire quand même que j'ai demandé la parole 3-4 fois. Bon, il y a RMC, il y a l'équipe, il y a le Parisien avant moi. Et comme il n'y a que 4-5 questions, et qu'après d'un coup, il dit bon, allez, merci, ciao. En fait, j'ai jamais eu l'occasion. Pourtant, j'ai souvent des questions à poser, mais on ne me laisse pas les poser. Je préfère le dire, que les gens ne croient pas que je me cache. Voilà, après, il n'y a que 4-5 questions, il y a des priorités. Il y a des journalistes connus. Tu fais bien de préciser, Yacine, parce que souvent, même je vois en réponse à certains de mes tweets ou à des autres, les gens ils disent mais pourquoi vous ne le mettez pas face à ces contradictions? Pourquoi vous ne lui posez pas telle question? Ben voilà, on est accrédité par United. Yacine va aux conférences de presse. Il aimerait bien poser la question, mais c'est toujours les 3-4 mêmes journalistes qui posent de presse. Voilà. Tu as Dominique 3-4 Sévrac, tu as Damien Degord de l'équipe, etc. Et ensuite vient la parole après pour les médias un peu moins importants. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a un peu plus de temps pour les conférences de presse d'avant-match. En plus, souvent d'après-match, après une élimination. Ouais. Le vite faire sortir Pochettino de la salle, donc ça s'arrête rapidement. Mousse, une autre question. Là, c'est bien parce que j'ai pris vraiment toutes les questions de conférence de presse parce que ça nous amène dans un autre débat. C'est la dernière question, je crois que c'était de conférence de presse. Comment envisagez-vous la confrontation face au Real après cette élimination? Et donc, la réponse de Mauricio Pochettino. Ce sont deux compétitions totalement différentes. Aujourd'hui, c'était élimination directe et c'est différent du championnat ou de la Ligue des Champions en aller-retour. Il faut rester optimiste pour les compétitions qui nous restent à disputer et notamment avec des champions face au Real. Bon, bah, du coup, Mousse, voilà, pas besoin de s'alarmer en fait. Juste pour revenir sur les conférences de presse, en fait, tu peux poser des questions. Après, Yacine, c'est normal, hein, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que tu couvres les matchs. Hein. C'est la deuxième saison. Il y a eu le Covid où on y est parlé presque un an. Voilà. Mais en fait, quand tu connais un peu les gens de la com au PSG, moi, je faisais les matchs avant Yacine. On me filait le micro, que ce soit pour les conférences de presse d'avant-match et même d'après-match, j'ai déjà pu poser des questions. Et honnêtement, tu peux poser la question que tu veux et personne t'en voudra. Surtout si ça concerne vraiment des faits tactiques de jeu. Honnêtement, il y a un truc. Après, c'est juste parfois il faut un peu insister ou voir la personne qui donne le micro juste avant, dire voilà, j'ai une question sur le match. S'il y a moyen, voilà. Donc ça arrivera, t'inquiète pas, Yacine. Faut juste. Non, mais j'expliquais quand même. Ouais, bien sûr. Oui. Non, mais en plus, je dis pas que Paris United n'a jamais pu poser de questions, etc. C'est moi même. C'était juste un complément d'information en fait que je donnais. C'était pas du tout pour. Bien sûr. Mais moi aussi. C'est pour dire un peu des fois comment ça se passe qu'il faut arriver à capter le regard de Yann Guérin qui souvent donne la parole, etc. Donc c'est aussi. Et Yacine a raison. Hein. Et Yacine a raison sur les gros médias, évidemment, mais ça, c'est normal, c'est dans tous les clubs. On donne toujours la parole d'abord aux diffuseurs et aux gros médias. Donc, ça, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, on peut refermer la parenthèse. Quant à l'optimisme de notre ami Maurice, tant mieux s'il est optimiste. Ça veut dire qu'il y croit encore et qu'on a peut-être un léger espoir. Mais parce qu'il sait aussi que la Ligue des Champions, évidemment que c'est différent de la Coupe et évidemment que c'est une compétition particulière. C'est aussi la compétition qui va motiver nos fameux grands joueurs, les Neymar, les Messi, les Mbappé. Donc lui, il compte un peu, c'est comme un peu quand tu jettes la pièce. Il se dit, est-ce que lors de la double confrontation face au Real, la petite lumière ou la petite musique de la Ligue des Champions va déclencher chez eux une motivation supplémentaire et que peut-être comme l'année dernière, ce qu'il a vu face au Bayern, ce qu'il a vu face à toutes les équipes qu'on a éliminées, Barcelone, etc. Et il compte sur le fait que ce soit une compétition spéciale pour les joueurs, c'est celle où tu dois briller, celle où tu dois absolument te montrer sous ton meilleur jour. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit ça, parce que de toute façon, il a pas trop d'arguments. Et pour revenir sur le 11 de départ, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est pas tant les joueurs qu'il a mis, parce que de toute façon, avec entre ceux qui étaient en Amérique du Sud, les blessés, etc., évidemment que à part peut-être remplacer Herrera et Danilo pour mettre peut-être à la place d'autres joueurs, mais voilà, il a quand même une équipe compétitive. Ce qui est inquiétant, c'est ce que tu disais, Nico, c'est de pas être capable de contrer le 4-4-2 et d'avouer en plus que tu n'as pas de solution face à ce 4-4-2. Alors que si des solutions, il y en a, parce que il suffit juste de changer quelques joueurs de position, changer ton système.
T'aurais pu faire redescendre Danilo, effectivement, comme tu l'as dit, Yacine, en début de saison, exploiter la largeur aussi, puisque tu l'as pas fait. T'as que insisté pour jouer dans l'axe, notamment avec Messi, parce que même Messi, on voyait, il redescendait très bas, touchait des ballons, etc. Parfois, tu voyais Dagba. Alors, Dagba, évidemment, c'est pas le meilleur latéral droit du monde. C'est pas Hakimi. C'est pas lui, peut-être, qui va te sortir de la panade. Mais quand plusieurs fois, il est tout seul, complètement à droite, et qu'il lève la main pour qu'on lui passe le ballon. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais bien apprécié les matchs de Sergio Ramos, parce que quand Sergio Ramos est au milieu de terrain, lui, s'il voit Dagba démarquer, il va, peu importe si c'est Dagba ou pas. Mais je pense que lui, il écarte le jeu. Et hier, on a trop insisté à vouloir passer dans l'axe, et notamment dans la première mi-temps, même si en deuxième, c'était un petit peu mieux. Mais c'est pas normal avec l'expérience que tu as, Pochettino, de dire en conférence de presse, on n'a pas trouvé de solution pour contrer le 4-4-2. Donc c'est très, très inquiétant. Et tu vas dire quoi face au Real? Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. T'as entraîné des gros clubs, enfin, des bons clubs. Le dernier, c'était Tottenham. T'es arrivé en finale de Ligue des Champions. Et t'es pas capable de trouver une solution contre une équipe de Nice qui a mis un double autobus. Donc, si lui est optimiste, moi, je le suis un peu moins. Parce que là, hier, c'était des Justin Kluivert, c'était des Amin Gouiri, c'était des Kefren Thuram. Alors certes, qui sont des bons joueurs de notre championnat, mais quand ça sera Vinicius Junior ou Modric, ça sera un autre palier au-dessus. Donc s'il a déjà des difficultés à contrer le 4-4 de Niçois, qu'est-ce que ça va être face au 4-3-3 de Carlo Ancelotti? Nico, tu levais la main? Ouais, mais toi, plus qu'en plus. Déjà, effectivement, dire ça, déjà, c'est au niveau de la communication, c'est juste dramatique de dire ça en conférence de presse. Je sais pas s'il se rend compte à quel point c'est mauvais pour lui, enfin, pour tout le monde. Mais après, toi, enfin, c'est vraiment, encore une fois, prendre les gens pour des cons, parce que je sais pas, tu fais descendre Danilo en défense centrale au milieu des deux autres, tu sors un Herrera pour mettre le petit Simons, c'est pas du coaching, c'est pas du Guardiola, tu vois. Mais je sais pas, tu tentes des trucs. T'as des joueurs qui courent pas, t'as des mecs qui bougent pas, parce que encore une fois, Pochettino peut pas avoir toutes les responsabilités. T'as des mecs qui courent pas. Mais putain, Pochettino, qu'est-ce qu'il attend pour les sortir du terrain? Je sais pas. Icardi, je sais pas si vous vous rendez compte. 65 minutes, 6 ballons, dont un engagement. On a quand même joué donc, en gros, à 10, pendant plus d'une heure de jeu. Il servait à rien pour Icardi. Encore, les responsabilités, est-ce que c'est de sa faute ou pas, je veux même pas le savoir, mais tu te rends compte que ce schéma-là, pendant plus d'une heure, ne fonctionne absolument pas. Et ben voilà, il est sur son banc, il regarde, il pense à où est-ce qu'il va vivre à Manchester dans 6 mois, dans quel quartier il va acheter sa nouvelle baraque, est-ce qu'il va pouvoir amener sa voiture avec le volant à gauche ou est-ce qu'il va devoir prendre une bagnole le volant à droite. Enfin, je sais pas à quoi il pense sur le banc, mais il pense pas au match, c'est pas possible. Il regarde comme un mec qui n'est pas là. Et alors, je ne trouve pas de solution au 4-4-2. C'est sûr que le cul sur le banc, à regarder les éclairages et se demander s'il fait chaud en Angleterre en ce moment, c'est sûr que tu ne trouves pas de solution, tu vois. Il y a des solutions. Et j'en suis à regretter Tourelle. Pourtant, quand Tourelle est parti, j'étais content. Mais je me rappelle du Tourelle du début de son ère, qui changeait 4 fois de tactique en cours de match, qui n'arrêtait pas de bouger les mecs. Là, il y a une espèce de... Enfin, on dirait un EHPAD. Voilà. Le PSG est devenu un EHPAD où tout le monde est là, plus personne ne fait rien, on attend que ça crève tranquillement et c'est juste horrible ce qui se passe. Donc, c'est effrayant. C'est effrayant à 15 jours du Real de se dire voilà où en est le PSG là cette saison qu'on nous promettait comme une saison potentiellement monstrueuse. On en est. J'ai même l'impression que cette équipe a moins de certitude qu'au mois de septembre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression à un moment on a un petit peu entreaperçu un chemin qui s'ouvrait devant nous. Et là, maintenant, moi, je vois juste un puits, voilà, et puis on est au fond du puits, et puis on attend que quelqu'un nous envoie une corde pour nous sortir de là. Être confiant à 15 jours du Real, écoute, bravo à celui qui l'est. Hein. Et Nico, il paraît que Pochettino a enfin trouvé son appartement. À 4 mois de la fin de son contrat, c'est ça. Oui. Il était temps. Dans le 8e arrondissement. Il était dans un hôtel du 16e arrondissement depuis un an. Enfin, depuis un an, et il a enfin trouvé. Alors peut-être ça veut dire qu'il va rester, je ne sais pas. Ouais, mais c'est dur de se loger à Paris, les mecs. Hein. Oui. Surtout avec le salaire qu'il a. Oui. Il lui a demandé ses 27 dernières fiches de paie. C'est pour ça qu'il avait un peu de mal. Tu vois. Il voulait une caution. S'il y avait les APL, etc. S'il y avait une caution de ses parents ou autre. C'est Herrera qui s'est porté caution d'ailleurs, je crois. Hey Hugo, quand tu veux, tu lances le dossier Messi, on est très chaud. On va y arriver à Messi. Juste une dernière chose, parce que je l'avais noté le tweet et je voulais le donner quand même. Il n'y a pas forcément une réaction ou autre à avoir, mais Yacine, je me tourne vers toi, peut-être tu aurais une petite réaction quand même.
le tweet que j'ai vu sur le compte Twitter de Super Casar hier soir. Je vous le lis et tu me dis ce que tu penses, ou vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Vainqueur, alors je commence le tweet. Vainqueur du Trophée des Champions depuis 2013, finaliste de la Coupe de France depuis 2014, vainqueur du championnat 3 fois d'affilée. Bien sûr que les séries sont faites pour prendre fin à un moment donné. Le problème, c'est qu'elles prennent toutes fin avec le même entraîneur. Alors, franchement, moi, ça m'a fait sourire quand même, parce que je me dis, ok, c'est peut-être des circonstances, ok, c'est peut-être, voilà, pas forcément tout de la faute de Pochettino, mais ça tombe quand même sur le même pour les 3 compétitions, Yacine. Et il y a peut-être corrélation, quoi. Il y a peut-être une concordance entre ces éliminations respectives et le fait que, voilà, des choses qui étaient, je vais pas dire comme acquises, mais la Coupe de France, c'est une compétition chère au Paris Saint-Germain. On a l'habitude d'être en finale tous les ans. Le Trophée des Champions, pareil, ça a été perdu en début de saison. Et là, en fait, petit à petit, on se délaisse de certains trophées qui étaient, on va dire, dans la vitrine du Paris Saint-Germain depuis l'RQSI, etc., et qu'on remplissait. Et là, bah non, le Trophée des Champions, c'est mort. Bon, lui, il est arrivé en cours de saison l'année dernière, donc le championnat, c'est mort. Et la Coupe de France, c'est déjà mort au 8e de finale. Bah déjà, ça en réhabilite certains, parce qu'on a toujours entendu que c'était pas facile de gagner tous les trophées quand c'était le PSG. Donc apparemment, c'est pas si facile que ça. La deuxième chose, c'est que, en fait, je pense que ça rejoint, en fait, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit. C'est l'équipe la plus nulle depuis QSI. Je parle dans le jeu, hein, je parle pas d'individualité. Ouais. C'est l'équipe qui a le moins de certitude depuis QSI. Et en fait, pourquoi dans les coupes, tu passais même dans des matchs à élimination directe? Parce que tu avais assez de certitude et de force pour, même sans faire des matchs extraordinaires, parce qu'il ne faut pas mentir, il y a eu des matchs de coupe qui étaient des purges. Mais malgré tout, tu avais assez de force et assez de certitude pour appuyer à un moment donné et faire mal. Ben voilà, tu n'as pas tout ça. Donc le trophée des champions sur un match, bah oui, tu le perds. Là, sur un match en Coupe de France, tu vas au tir au but et t'es éliminé. Voilà, et c'est donc juste la finalité de tout ce qui est en train de se passer depuis un an. Voilà. Ouais, c'est bien résumé, merci Yacine. Tu as été court et efficace. Maintenant, je vais lâcher les chevaux. On va parler de Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, donc, il était titulaire hier sur l'aile droite, bon, bien qu'il était évidemment toujours dans l'axe, l'ami Léo, mais il va falloir en parler quand même au bout d'un moment. Alors, parce que moi j'ai tweeté hier j'ai dit on se rend compte du nombre de ballons perdus par Lionel Messi et on m'a dit ouais mais il n'est pas beaucoup aidé, il n'y a pas de mouvement autour, etc. Il n'a pas de solution. Et quand même, dans le match en intégralité, niveau production offensive, c'est trop peu pour un joueur de son calibre, on est bien d'accord. Et surtout, en plus il l'avait dit en interview, je crois, je ne sais plus à quel média, il disait je ne m'attendais pas à ce que la Ligue 1 soit aussi physique, que je me fasse autant bouger, etc. Là encore hier, des fois, il y avait des solutions. Tu lisais Mousse tout à l'heure, même si c'est que Colin Dagba, mais des fois, Colin Dagba proposait une solution à droite. Moi, j'ai une action en tête là, en première période où il y a Colin Dagba qui est tout seul sur le côté droit, il rentre dans la surface et il préfère revenir dans l'axe en palais sur 4 niçois et perdre le ballon. Et c'est des choses quand même que, voilà, venant de Léo Messi, c'est quand même étonnant de voir des pertes de balles comme ça, aussi anodines, et une imprécision technique, quoi. C'est ça, en fait, surtout. Alors, je sais pas qui veut. Allez, Mousse, vas-y, je vais venir vers toi. Et sur Léo Messi. Ouais, je vais. Que dire de son match? Ouais, bah écoute, nous on était assez contents, voire même rassurés du fait qu'il ne rejoigne pas l'équipe nationale, qu'il ne fasse pas le voyage avec Paredes, Di Maria et Marquinhos qui jouaient avec le Brésil. Donc on s'est dit c'est cool. Il revenait du Covid, il va pouvoir récupérer, il va s'entraîner il va faire tous les entraînements collectifs. On s'est dit, tiens, à 3 semaines du Real, c'est bien, Messi est là, il est présent, il va pouvoir récupérer un peu de physique, etc., etc. Et quand tu vois son match hier, c'est désespérant. C'est désespérant quand tu le vois marcher, quand tu le vois déjà marcher, c'est vrai. À chaque fois on le dit, mais c'est vrai que même à Barcelone, certes, il était mieux entouré, mais il courait pas plus. C'est même pas ça hier. C'est même pas ça hier le problème. Oui, exactement. C'est plus sur quand il a le ballon justement. Exactement. Bah, tu l'as dit. Toutes les pertes de balles qu'il a eu en tentant de dribbler 2-3 joueurs, en essayant de passer tout seul dans l'axe. Je rappelle qu'il a quand même, il va sur ses 35 ans, donc il a plus ses jambes de 25-30 ans. L'accélération, c'est fini. Ce qu'il faisait à Barcelone, partir du milieu de terrain, dribbler 4-5 joueurs, je pense que ça, on n'est pas prêt de le revoir au Paris Saint-Germain. Mais et je te le disais avant qu'on enregistre, on se parlait un peu Hugo, et je te disais remarque que
ces 2-3 derniers matchs, on avait senti une petite amélioration parce qu'il y avait pas Neymar, il y avait pas Messi. Donc, tout le jeu n'était pas focalisé sur Neymar ou Messi. Et donc, je trouvais que ça jouait un peu mieux. Et tu vois, retour de Lionel Messi. Donc, j'imagine qu'ils ont pour consigne d'essayer de le trouver un maximum sur le terrain. Sauf encore une fois, quand tu as une équipe qui est regroupée comme ça, et il y avait très très peu d'espace entre les joueurs dans l'équipe niçoise, et que tu continues à servir Messi, et que Messi continue à essayer de faire ces 2 petits dribbles pour essayer d'atteindre la surface. On parlait de Pochettino, mais même si c'est Messi, etc., tu vois qu'il est pas bien, tu vois qu'il n'y arrive pas. C'est un être humain, tu peux le sortir aussi. Hein. Il y a pas de, enfin, je comprends pas en fait. Il a joué tout le match, mais pour quel résultat? Est-ce qu'il y a eu une action dangereuse? Alors oui, il y a eu parfois des petits échanges dans la surface, mais qui n'ont amené à rien. Mais sur la totalité de la rencontre, sur 90 minutes, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Enfin, moi, il nous a absolument rien apporté. Et on est encore une fois à 10 jours, enfin 15 jours du Real, un peu moins. Si c'est lui le facteur X lors du match, lors de la double confrontation face au Real, il y a de quoi s'inquiéter. Évidemment, le vrai facteur X, je sais pas si c'est, on me dit que c'est une expression qu'on utilise qu'au basket, mais vous me comprendrez. Pour moi, c'est Mbappé. Et même Neymar, on dit oui, il y a des chances qu'il revienne, mais sans avoir enchaîné 1 ou 2 matchs, etc. Donc quel état on va retrouver? Donc si tu as Neymar diminué, plus un Messi qui est nonchalant, qui marche, on a l'impression qu'il en a rien à foutre, ça, effectivement, face à un collectif comme le Real, ça risque d'être très difficile. Nico, c'est quand même dingue de se poser la question. Là, on est le 1er février 2022, Messi est arrivé depuis le début d'année, et de faire un débat, de se dire le manque d'apport de Messi dans la production offensive du Paris Saint-Germain, de parler de Léo Messi comme ça, quoi. Alors, on sait évidemment qu'il a 34 ans maintenant, on va pas le dire à chaque fois, mais de se dire que il trouve pas la solution, qu'il galère lui aussi dans l'effectif du Paris Saint-Germain. On a l'impression que tous les joueurs qui viennent ici, ils ont des difficultés et ils ont du mal à avoir leur niveau, quoi. Mais alors après, c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'analyser, parce que contre le Real, il peut sortir un but venu d'ailleurs, il peut te mettre un coup franc, etc. Mais bon, hier, là, on parle du match d'hier, c'était pas ça, quoi. Ouais, après, c'est normal d'avoir ce genre de discussion. On parle d'un joueur qui a marqué moins en championnat que Kerrer, donc forcément qu'on en discute de l'apport de Messi. C'est un problème. Après, je crois qu'on s'est tous trompés avec Messi. On a pensé que Messi allait débarquer à Paris et que sa seule présence allait permettre de tout régler, de faire en sorte qu'il allait se mettre à briller et à porter l'équipe. En fait, je pense que Messi sera bon le jour où il aura autour de lui des joueurs qui seront bons aussi, dans un collectif qui va tourner à minima avec des plans, des circuits. Aujourd'hui, quand tu regardes le match d'hier de Messi, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, il court pas, mais ça on s'en doutait. Alors en plus, il arrive du Covid. Alors déjà qu'il court pas quand il est en forme, donc quand il est comme hier à 50%, il fallait pas s'attendre à ce qu'il court. Donc ça, c'est quelque part assez classique. Mais après, il y a qui hier pour jouer avec lui concrètement? Avec qui il peut combiner à part Verratti pendant plus d'1 heure? Il y a qui devant? Il va jouer avec Icardi en remise, en appel, enfin tu vois, avec Herrera, avec Danilo, avec Dagba. Enfin tu vois, t'as pas autour de lui. T'as raison, je te donne la parole. C'est pour ça que je pense qu'en commentaire sur le podcast, il y en a qui vont me dire mais il était tout seul hier, comment il pouvait faire? Au moins, il essaie de se débrouiller, de se créer la petite brèche, etc. Donc oui, il faut prendre en compte aussi sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions avec lui pour jouer au football, on va dire. Mais t'es pas obligé d'insister. T'es pas obligé d'insister en essayant de passer dans l'axe, dribbler 2-3 joueurs quand tu l'as dit. Même si c'est que Dagba, il est démarqué. Ça te coûte quoi de lui donner le ballon? C'est ça aussi qui est. Moi, je veux bien, hein, parce que c'était les mêmes arguments quand on trouvait Neymar nul. On disait oui, mais qui voulait tout faire tout seul. On disait oui, mais il y a personne pour jouer à côté de lui. Ah, t'es pas obligé d'être. Voilà, il n'y a pas de solution. Bah, tu patientes. Tu passes à un mec qui est démarqué. Enfin, je veux dire, tu peux. Enfin, Messi peut plus faire ça. Il peut plus gagner un match à lui tout seul. C'est plus possible. Donc, pour moi, l'argument, il peut pas tenir. Ok, il y a pas de super joueurs de ballon au milieu de terrain autour de lui, à part Verratti. Mais quand même, quoi, tu vois. Pardon, Nico. Non, mais vas-y, Nico, je t'en donne la parole. Non, bah ça y est, il m'a coupé l'air sous le pied. Donc non, je rigole. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est évidemment qu'il est mauvais sur le match d'hier, évidemment que c'est pas un bon Messi et qu'on est tous très déçus. Mais comme tu le dis toi-même, c'est plus le Messi d'il y a 10 ans.
C'est plus le Messi capable d'accélérer sur 50 mètres et de dribbler 7 joueurs. Tout ça, c'est fini. C'est un joueur qui aujourd'hui reste malgré tout très très au-dessus de la moyenne et qui essaye de faire ce que fait Mbappé, comme Mbappé quand il rentre, quand Messi, quand Neymar aussi est là. Il y a un moment où quand tu vois que le collectif il marche plus, quand tu vois que les combinaisons fonctionnent pas, et puis de toute façon en plus il n'y a pas de combinaison parce qu'il n'y a pas de plan de jeu encore, je le répète, tu le vois bien, les joueurs sont perdus, ils sont arrêtés, on attend l'exploit individuel. Voilà, c'est aujourd'hui la tactique du PSG. On attend un exploit individuel et donc il est assez normal entre guillemets que Messi ce soit lui qui le tente, cet exploit individuel, qui d'autre va le tenter. Donc effectivement, ça ne passe pas. Évidemment qu'il y a un problème autour de Messi, mais je pense que c'est pas juste un problème Messi aujourd'hui, c'est un problème PSG, c'est un problème collectif, et qu'aujourd'hui dire Messi n'apporte rien au PSG, ouais, ok, mais tu mets aujourd'hui n'importe quel joueur d'Europe, tu prends l'effectif européen, je te demande de prendre n'importe quel joueur et de le rajouter à la place de qui tu veux au PSG, mais il se passera rien non plus. Il est là le problème. Tu peux mettre n'importe qui, n'importe où. Tu peux virer Icardi et puis mettre un Lewandowski, ce sera la même misère. Tu peux mettre, tu vires un milieu de, voilà. Il y a trop de lacunes dans ce PSG. Il y a trop de néant, il y a trop d'incertitudes tactiques pour qu'aujourd'hui on soit focalisé sur un joueur. Je pense que le problème il est beaucoup plus vaste qu'un joueur. C'est pour ça que je précisais quand je t'ai lancé, Nico, c'est un problème plus collectif. Et évidemment, dans le podcast, on revient sur des cas individuels, mais on le met toujours en corrélation avec le collectif qui est défaillant. Yacine, par contre, effectivement, on peut pointer du doigt quand Messi rate une passe à 3 mètres, quand Draxler n'est pas foutu de lever son ballon sur un corner, quand Herrera est systématiquement en train de repartir derrière. Évidemment, individuellement, on peut effectivement appuyer sur des grosses lacunes. Mais globalement, dire le PSG aujourd'hui ne marche pas parce que Messi est décevant, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, et c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Moi je sais. C'est pas ce qu'on a dit, évidemment. Yacine, est-ce que tu as un petit élément à rajouter sur Léo Messi avant qu'on passe à Marco Verratti pour terminer, et ensuite on passera à la page Mercato. Mais en fait, le truc, c'est que je vais être honnête, en tant qu'éducateur, je suis content de ce qui arrive. Je suis content parce que en fait, ça prouve que ce qu'on a dit, je parle des éducateurs, pas des gens qui suivent le foot comme ça, sur Messi, sur le fait qu'à Barcelone, il y avait un collectif. C'était d'abord un collectif. Et que ce collectif était huilé et que tout ça a été fait pour mettre Messi dans les meilleures conditions, eh ben, ça a eu son importance, dans l'histoire de Barcelone et dans la carrière de Messi. Et pour moi, c'est ça la clé. Effectivement, je rejoins Nico sur les circonstances atténuantes du non-collectif, du manque de circuit de passe, des courses, etc. Pas de problème. Et ça montre qu'un joueur de foot, quel qu'il soit, ne fait pas une équipe. Il n'y a personne qui gagne tout seul, il n'y a personne qui joue tout seul. Ça n'existe pas. Voilà. Après, on est obligé de tenir compte de plein de choses. Et il va falloir quand même arrêter de se mentir. Il ne voulait pas être là. Voilà, vous ne cassez pas la tête, il ne voulait pas être là. Alors moi, je le vois dans son comportement, il ne voulait pas être là. La deuxième chose, c'est que, oui, il abuse de ce qu'on a dit sur Neymar l'année dernière. On l'a défoncé pour ça, sur l'histoire de Bakker, il ne le sert jamais. Oui, il abuse. Oui, ok, c'est Dagba. Mais tu n'as pas le droit de manquer de respect à tout le monde comme ça. Genre, en gros, je suis Messi, je prends le ballon, je rentre à l'intérieur. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, c'est pas grave. Puisqu'en plus, comme je cours pas, vous allez vous casser le cul pour récupérer le ballon et me le redonner dans 5 secondes ou dans 30 secondes. Donc ça, c'est un scandale. Ensuite, je suis peut-être naïf. Hein. Moi, je considère que les grands joueurs, ils rendent les autres autour d'eux meilleurs que ce qu'ils sont. Et quand tu ne donnes jamais le ballon à Dagba, quand tu ne donnes jamais le ballon de l'autre côté à Mendes, mais à un moment donné, c'est normal. En fait, ce PSG-là, il est dans un engrenage négatif permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, les joueurs ne sont pas forcément bons, mais en plus, tu ne leur donnes pas confiance en leur disant, malgré que tu sois un joueur moyen, je vais quand même de temps en temps jouer avec toi. Et on va voir, et je vais te mettre en confiance parce que je vais te montrer que oui, je te donne quand même le ballon. Je te donne pas le ballon parce que j'ai pas confiance en toi et je veux pas jouer avec toi. Donc l'autre, il fait plus l'appel. Et puis quand il reçoit un ballon à l'arrache, parce que c'est vraiment la dernière des solutions que tu lui as jeté le ballon en disant je sais plus quoi faire. Bah oui, effectivement, le mec, ça fait 12 minutes qu'il a pas touché un ballon, il sait plus quoi faire, donc il revient en arrière. Et ainsi de suite. En fait, ce PSG-là est une catastrophe, mais mentale. Voilà.
dans la mentalité du club, dans la mentalité du collectif, c'est une catastrophe. Voilà. Et je pense que oui, Messi fait plus de mal qu'autre chose. Parce qu'à l'arrivée, tu te reposes le dessus parce qu'on essaye de lui donner le ballon en disant vas-y, fais la différence. Et finalement, plus personne respecte rien, plus personne respecte le jeu. Voilà. Alors, comme tu as dit, malgré tout, c'est des joueurs qui ont des carrières, c'est des joueurs avec du talent. Et peut-être qu'après le Real, oui, il y aura dans certains commentaires des mecs qui viendront nous dire ah voilà, et Messi, vous a fermé votre bouche. Ok, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit d'attendre d'un joueur payé 40 millions d'euros que le seul match qui compte, c'est le fameux match contre le Real. Vous avez le droit. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le football. Voilà. Moi, j'attends de Messi, encore une fois, sur 50 matchs dans l'année ou 40 matchs dans l'année. Oui, 20, 25, très bons matchs. Et oui, en Ligue des Champions, j'en attends encore un peu plus. Mais je ne peux pas me contenter de ce que je vois depuis le début de l'année. C'est pas possible. Voilà. C'est juste scandaleux. Et la dernière chose, c'était que malgré tout, et on en reviendra au coach encore une fois rapidement, il faut regarder un peu ce que fait Guardiola. Encore une fois, ce n'est pas la référence ultime. Hein. Je ne veux pas que tout le monde pense que le seul football qui existe au monde, c'est Guardiola. Mais si vous regardez, il y a Guy Lacombe aussi, hein, c'est vrai. Il y a Guy Lacombe aussi. Si vous regardez ce que fait Guardiola en séance, pourquoi Guardiola, ça marche toujours malgré tout, même s'il y a des échecs, évidemment. C'est que regardez les séances de Guardiola, il y a des trucs de non, je veux que tu sois là. Quand lui est là, vous regardez des séances au Bayern et tout, et les mecs du Bayern en parlent, même s'ils n'ont pas tous apprécié Guardiola humainement. Ils en parlent. C'est-à-dire Guardiola sur le terrain, il est là, il vient, il dit à un moment donné, non, je veux pas que tu sois là. Je veux que tu sois là. Et il le déplace le joueur de 3 mètres. Voilà. L'action qui tourne sur Twitter, avec Verratti qui a le ballon et qui tourne en rond pendant 20 secondes, parce que tout le monde a... Mais celle-là, elle est tellement significative et symptomatique de ce qui se passe dans ce PSG. C'est-à-dire que tout le monde est à l'intérieur du jeu. Personne ne sait où il doit se mettre. Personne n'écarte pour enlever la densité. Et après, à un moment donné, tu donnes le ballon ou à Messi ou à Draxler et tu dis en gros, allez-y les gars, démerdez-vous dans cette densité. Il y a 8 joueurs de Nice à l'intérieur, mais allez-y, démerdez-vous. Voilà. Mais c'est juste pas possible. Et t'as Draxler qui fait un geste de la main en disant Thomas le ballon. Il a deux ou trois joueurs autour de lui quand même. Ouais. T'as Herrera qui tourne en rond et regardez bien s'il vous plaît. La vidéo elle dure 13 secondes. C'est Icardi le meilleur dans cette vidéo. Non, la pointe de vue, l'accélération. Parce que Icardi il passe devant tout le monde en trottinant. Au milieu, on se demande ce qu'ils vont dire. Au début, moi je tapais sur mon écran, je croyais que c'était un bug d'affichage. T'es ouf. C'est un échauffement en fait. C'est un échauffement. Elle est mythique l'apparition. Non, mais c'est vrai. Et il y a Herrera qui est là au milieu, qui fait 1 ou 2 pas. Et à la fin des 13 secondes, il fait un signe, comme il fait, parce qu'il est un peu chef de gare, chef d'orchestre, on ne sait plus trop. Et il fait un signe, genre en gros, faites tourner les gars. C'est lui, il est là pour ça, lui. Lui, il est là pour expliquer aux autres. Tiens, descends, prends la à droite, donne le ballon là. Lui, il joue pas au foot, mais par contre, il dirige. Bref, non, mais la scène, elle est exceptionnelle. Voilà, il y a 13 secondes, c'est de la magie. Mais elle résume tellement ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a même pas besoin de faire une minute coach, hein, Yacine, sur le match d'hier, parce qu'elle résume tout, en fait, cette séquence. Alors, justement, ça me permet d'expliquer. Je vais voir ce que je peux tirer. Le seul truc, en fait, c'est que sur ce qu'on a vu hier, la limite de ce que je fais avec les images, parce qu'on n'a pas les droits d'image, donc on ne peut pas mettre des vidéos, c'est qu'en fait, ces actions-là, il faut les voir dans la séquence. Pour réellement se rendre compte de la vitesse de déplacement, ce qu'a dit Nico sur Icardi. Moi, franchement, quand je vois Icardi passer devant, non mais c'est hallucinant. Bref. Yacine, j'ai une technique pour ça. En fait, tu peux le faire, mais il faut que tu fasses, tu sais, une sorte de rafale en photo. Ouais, plein d'images arrêtées. Et voilà, tu saccades, tu prends toute la séquence de 13 secondes. Et là, en fait, tu auras vraiment l'impression que c'est comme l'image. Et là, tu as le droit, en fait. Tu as le droit parce que c'est qu'une succession de photos. Donc, ça, c'est possible. Essayer de faire ça pour vraiment se rendre compte de ces 10 secondes-là. Elles sont magiques. Voilà. Nico. Ouais, non, pour finir avec ce que dit Yacine sur l'exigence avec un Messi, par exemple, on retrouve aussi cette exigence avec le club d'une manière générale. Tu as plein de gens aujourd'hui qui t'expliquent, oui, mais Pochettino, il est en tête de la Ligue 1. Bon, là, avec l'élimination de la Coupe de France, ça va un petit peu se calmer, mais voilà, on était en tête de la Ligue 1, on était qualifié en Ligue des Champions, on jouait de la Coupe de France, et puis l'an dernier, il y avait aussi la victoire au Trophée des Champions. Enfin, on t'explique toujours le résultat, donc fermez-la, en gros, taisez-vous. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tu ne peux pas aujourd'hui te contenter dans un club comme le PSG, avec ses ambitions, en plus avec ses objectifs d'image et de notoriété. Tu ne peux pas te contenter juste du résultat, ça n'a aucun sens.
évidemment qu'on doit être exigeant avec le jeu, avec le coach, avec le comportement, les états d'esprit. Et c'est juste pas possible ce qu'on voit en ce moment. On ne voit ça dans aucun club d'Europe aujourd'hui. Ça n'existe pas. Imagine ce genre de comportement au Bayern, à City, au Real, à Chelsea. Ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Et le PSG, on a l'impression, encore une fois, que voilà, c'est le seul club qui accepte ça, qui fait passer entre son côté marketing, bling bling, et puis le soft power qatari, tout ça. T'as l'impression qu'aujourd'hui, le sportif n'a aucune valeur aux yeux des gens. Et moi, j'ai du mal avec les supporters qui viennent me bâcher en me disant, mais regarde, on a 10 points d'avance en Ligue 1, qu'est-ce que tu nous fais chier? J'ai du mal à comprendre ce manque d'exigence et même si quelqu'un prend du plaisir devant le PSG cette saison, moi j'aimerais bien qu'on l'invite et qu'il nous explique en quoi ça lui fait plaisir. Parce que si c'est que gagner qui fait plaisir, bon bah tu te connectes à 23h, tu vois que le PSG a gagné, ok, je suis content et puis je vais me coucher, tu vois. Mais moi c'est ça aujourd'hui qui me dépasse, c'est cette manque de voilà, ce manque juste de plaisir, juste la notion de plaisir. 10 points sur Nice. 10 points sur ce Nice-là, quand même. Je ne sais pas si c'est un exploit. Je voulais juste dire 2 petits mots tactiques rapidement. En fait, il y a une chose aussi qui est impressionnante. Enfin, les 2 choses. La première, c'est sur la qualité de passe, j'avais dit. On se donne toujours le ballon dans les pieds. Et j'ai des scènes où il y a Mendes qui est bien écarté côté gauche, qui est libre. Et en fait, les transmissions lui sont données dans les pieds. Ce qui veut dire qu'il doit d'abord contrôler pour s'orienter au lieu de lui donner le ballon. Ce qu'on avait expliqué avec Ramos, 1 ou 2 mètres devant. Et franchement, comme c'est quand même un joueur très véloce, puissant, si tu lui mets le ballon devant, sur la prise de balle, il va faire la différence. Là, il doit faire un contrôle, s'orienter. Avec l'organisation niçoise, évidemment qu'il n'a pas pu centrer à chaque fois, puisque le temps de contrôle, les joueurs venaient fermer sur lui, ce qui est logique. Et ça, c'est un problème dans l'intensité de la passe. Et la deuxième chose, c'était rapidement, on parle beaucoup du jeu sans ballon, dans le mouvement. Pourquoi on en parle? Parce que je rappelle qu'en gros, un joueur qui joue 90 minutes, il n'a pas le ballon 88 minutes. Ça veut dire que son match, en fait, il existe plus sans ballon qu'avec ballon. Donc, si vous ne faites pas les courses, ok, peut-être que tu peux faire un exploit avec le ballon une fois, mais ton match, il va exister ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste sur le mouvement. Parce que les appels, tu ne les fais pas toujours pour recevoir le ballon, tu fais aussi les appels pour libérer des espaces, pour créer du mouvement autour de toi et pour créer du mouvement pour des partenaires. Voilà, ce PSG ne sait pas faire ça. Les joueurs font des appels pour eux, pour recevoir le ballon. Et en plus, quand ils ne le reçoivent pas, ils ne sont pas contents. Et d'ailleurs, sur ce que tu dis, Verratti, il lui fait la réflexion à Mendes à un moment. Il lui dit, mais vas-y. Il est arrêté. Il y a une opportunité pour que Verratti le lance. Et en fait, c'est déjà trop tard parce que ça y est, tout est replacé. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que comme les autres ne le font pas, en fait, il prend le mauvais réflexe. Tu vois, quand il a fait 2-3 fois l'appel et que les autres ne l'ont pas servi, du coup, maintenant j'attends. Mais du coup, celle-là, c'est Verratti. Il allait le faire, mais tu le fais plus parce qu'avant, on t'a pas servi. Et c'est l'engrenage, en fait. Parce que Mendes le fait quand même. Mais voilà. Mendes fait quand même des appels. Donc c'est vrai, ça. Justement, vous parlez de Mendes et Verratti, c'est les seules satisfactions de la soirée hier. Bon, Verratti, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est une satisfaction, hein? On le savait déjà, mais Nuno Mendes qui continue d'enchaîner les bonnes prestations, Mousse. Même Thilo Kehrer dans l'axe qui a fait un match plutôt solide et sérieux. Même en fin de match, on le voyait qu'il était dans la surface pour mettre un coup de tête, etc. Donc on l'a vu. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien aimé le match de Thilo Kehrer. C'est quand même sur l'occasion qu'Icardi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tu as raison de le souligner. Et Verratti a plus tiré qu'Icardi quand même. Hein. Hier, en première période, il tire 2 fois. Je crois que c'est les 2 seules frappes à la mi-temps. Et c'est Marco Verratti quand même qui tire. Bon, c'est pour dire. Mais Mousse quand même. Marco Verratti, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Il illumine tellement le jeu à lui tout seul. Il trouve les angles de passe. Il dirige tout en fait. Heureusement qu'il est là parce que sinon ça serait d'une pauvreté dans le jeu. Et il fait tout seul quoi. Enfin, voilà. Après, il y en a qui vont dire que Verratti n'est pas au niveau hier encore, mais je vais pas dire qui c'est, mais Verratti, voilà, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, lui. Bon, je vais pas faire long sur Verratti parce que non, on va faire des matchs. Voilà, exactement. Après, mais on va faire court. Voilà. C'était au moins dire les points positifs parce qu'il y en a quelques-uns quand même d'hier. Non, c'est vrai qu'hier, sans Verratti, honnêtement, je sais pas quel match le PSG fait. Honnêtement, je crois que s'il était blessé hier ou s'il était absent, j'ose imaginer, j'ose même pas imaginer le type de match qu'on aurait vu hier soir. Donc oui, on va se répéter, mais voilà, quand Verratti est en forme, hier en termes de récupération, de balles, en termes de lecture du jeu,
enfin, tous les aspects d'un bon milieu de terrain, il y avait tout. Il y avait tout. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, oui, on peut critiquer Marco Verratti sur le fait qu'il rate beaucoup de matchs, il se blesse, mais quand il est en forme, c'est quelqu'un parce qu'il enchaîne tous les matchs, il est bon. C'est ce qu'on attend de lui et c'est le seul qui surnage au milieu un peu d'un néant collectif global. On a cité les joueurs qui ne déçoivent pas ces derniers temps et effectivement Nuno Mendes, on peut parler de Kerrer qui avait fait une interview il y a quelques temps pour le site du club et qui disait qu'il se sentait beaucoup plus libre et c'est pour ça que même parfois tu le voyais un peu devant, il avait marqué un but il y a pas longtemps. Donc il expliquait que cette saison il se sentait quand même beaucoup plus libre. Donc tant mieux parce qu'il a pris cher et même nous on a été très dur parce qu'il était très mauvais. Mais cette année, force est de constater que ça va quand même beaucoup mieux et qu'effectivement là où les saisons précédentes on se disait on peut même pas compter sur un jeune joueur comme Thilo Kehrer, international allemand, cette année bon, Dieu merci, on peut compter sur lui dans l'axe et même à droite. Il est même moins catastrophique à droite que les saisons particulières. On dirait qu'il s'est même amélioré un tout petit peu à droite, là où les saisons précédentes, quand il jouait à ce poste-là, il était catastrophique. Donnarumma, évidemment, voilà, pas beaucoup de travail à faire, mais quand il faut le faire, il est toujours concentré. J'ai l'image du super arrêt qu'il fait là. C'est Justin Kluivert qui fait un arrêt sur Justin Kluivert. Ouais, il prend la défense de vitesse et heureusement qu'il est là quand même pour l'arrêter. Donc même il a arrêté aussi un péno dans la tir au but. Hein. Donnarumma, ça n'a pas suffi, mais il en a aussi arrêté un. Donc lui, il n'a rien à dire aussi, toujours impeccable Donnarumma. Donc voilà, en termes de satisfaction, il y a ces joueurs-là et évidemment Verratti qui est au-dessus. Parce qu'encore une fois, sans lui, peut-être que tu vas même pas au tir au but et ça se trouve tu te fais massacrer. En tout cas, tu perds le match avant même d'arriver au tir au but. Donc voilà, il faut vraiment espérer, prier que physiquement il tienne le coup, Marco, et qu'on aille au bout de la saison et notamment qu'il soit présent et en forme lors de la double confrontation face au Real. J'ai fini. Un petit mot rapide, Nigo, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César parce que évidemment, on parle. Hein? T'as dit quoi, Mousse? Non, je disais j'ai fini. Quelque chose, Mousse? J'ai pas entendu. Ah, j'ai fini. En fait, l'image était un peu figée, c'est pour ça. Ah, pardon, ok, j'avais pas vu. Nico, je disais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mousse le développait bien sur Verratti, mais c'est vrai qu'on parle des choses négatives depuis tout à l'heure. Et s'il y en a bien qui surnage avec, on disait Nuno Mendes, qui lui aussi continue d'enchaîner les bonnes prestations. Hier, il a essayé encore Nuno Mendes sur le côté gauche. Il a pris j'ai encore quelques accélérations où il met quand même il met quand même une accélération à Youssef Attal qui est pas le moins rapide. Il arrive à le prendre de vitesse et à effectuer un bon centre. Encore une fois, on voit sa qualité de centre au jeune Portugais. Donnarumma qui a été bon, mais voilà, surtout Verratti. Je vais appuyer, insister sur lui parce que quand même, heureusement qu'il est là et même si évidemment on le sait que Verratti, il y a un PSG sans Verratti. C'est bien de le rappeler quand même parce que qu'est-ce qui fait du bien au milieu du Paris Saint-Germain et hier c'était le chef d'orchestre dans le désert offensif. Verratti c'est le seul joueur de ballon au milieu de terrain donc déjà forcément il surnage. Après tu sais c'est vite fait hein, quand on va faire les bilans de fin de saison pour l'instant tu vas parler des deux gardiens qui globalement font une saison on va dire plutôt bonne avec surtout même Donnarumma qui est au-dessus de Navas. Après on va parler de Marquinhos qui n'a jamais déçu. On va parler de Nuno Mendes qui monte en puissance et qui est malheureusement sous-exploité dans cette équipe au possible, puisque comme le dit Yacine, il est tellement mal servi la plupart du temps qu'on n'utilise pas sa vitesse et son explosivité. Et puis après, on va parler de Verratti au milieu et puis d'Mbappé en attaque. Et puis voilà, c'est réglé. Hein. Ça, c'est vite fait. Hein. Le bilan de la saison, il va pas être long à écrire pour Yacine. Hein. Il y en a pour une demi-heure, c'est terminé. Donc voilà. Et c'est aussi quelque part aussi ce qui est effrayant, c'est que tu te rends compte qu'en fait aujourd'hui le PSG c'est 5 joueurs, voilà, il y a 5 joueurs qui sont au niveau de ce PSG et tout ce qui est autour pour diverses raisons c'est pas bon. T'as les blessures, t'as les Covidés, t'as les mecs qui dorment, t'as les mecs qui sont plus là, t'as les mecs qui sont en train de divorcer pour la 4e fois sur Instagram depuis 3 mois. Enfin voilà, aujourd'hui t'as un effectif qui est quand même super faible par rapport à ce qu'on en attend et c'est presque même miraculeux d'avoir cette avance en Ligue 1 par rapport à ce que tu proposes. Et je pense qu'on peut aussi parler de miracle si jamais cette équipe atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Parce qu'en l'état, c'est totalement mais improbable. Donc on va effectivement encore espérer un exploit individuel. Et le pire, c'est que c'est possible. Voilà, le genre d'exploit, on les a déjà fait l'an dernier contre le Bayern notamment. Donc c'est possible de battre le Real, effectivement, avec des joueurs de cette qualité-là individuelle. Mais
globalement, quand tu fais le tour des satisfactions de cette saison pour le moment, c'est juste affligeant au mois de février d'avoir 5 joueurs qui sortent du lot, quoi. C'est vraiment très, 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 très inquiétant, encore une fois. Donc, sinon, oui, Et Mbappé aussi. Hein. On a oublié Mbappé. Les deux gardiens, Marquinhos, Mbappé. Ouais, enfin, un gardien, on va dire en bien. Mais ouais, t'as Mbappé aussi, évidemment. Imagine ce PSG sans Mbappé. Ouais. Je sais pas si on se rend compte de... On l'a vu hier un peu. Hein. Il est rentré à la 64e minute. Il lui a fallu, j'avais noté, j'ai vu la petite stat sur le compte Twitter de nos amis Paris Stade Germain qui relève beaucoup de stats sur les matchs du Paris Saint-Germain qu'on salue. Yacine, il a fallu 9 minutes à Mbappé pour toucher autant de ballons qu'Icardi, donc 6 ballons en 64 minutes. C'était la petite info, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les satisfactions côté parisien, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si voilà, il faut quand même les dire, sur Verratti, sur No Mendes, etc. Non, pas grand-chose. Moi, je veux juste rajouter sur Kerrer parce que encore une fois, on l'a défoncé ici. Et, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, mais nous, on l'a bien défoncé. Et, ouais, malgré tout, ça me fait plaisir parce que c'est dur de se relever de trucs comme ça. Moi, j'avais dit, il se relèvera quand il partira. Parce que j'ai dit que c'était pas un mauvais joueur à la base, mais que il était dans le trou à Paris, etc. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'au moins dans la rotation, il est présent. Il fait ses matchs. On voit bien quand même qu'il est plus à l'aise dans l'axe qu'à droite. Mais à droite, alors Moussa dit il a progressé. Je pense qu'il est. En fait, je ne suis pas persuadé qu'il ait progressé, mais il est mieux dans sa tête. Par contre, effectivement, quand ton concurrent, c'est Dagba, évidemment, notre curseur à nous, c'est un problème, quoi. Donc, je suis désolé, mais voilà, quoi. Ouais, sauf qu'après Manchester, Yacine, à choisir entre Kerrer et Dagba, on aurait tous pris Dagba parce qu'on l'a senti tellement au fond du trou que c'était très, très difficile. Et tu as raison de dire que c'est difficile de se relever parce qu'il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a l'aspect aussi mental et les réseaux sociaux parce que les gens ont été très, très, très durs. Mais c'est pas des critiques constructives, c'est des insultes, c'est de la méchanceté. C'est quand il avait eu le Covid, quand il s'était blessé. Très bien, il a le Covid, au moins il sera pas titulaire, etc. Les gens ont été très, très méchants. Ouais. Donc moi aussi, je suis un peu content pour lui à ce niveau-là. Bon, voilà, on aura au moins parlé du match. C'était important, des bons matchs de Thilo Kehrer hier, Verratti, No Mendes et Donnarumma. Passons maintenant, je pense qu'on a tout dit sur ce match, hein, on a été complet. Passons à la deuxième partie du podcast et au Mercato qui a fermé ses portes, en tout cas pour le championnat de France et qui concerne le Paris Saint-Germain hier soir. Bilan du Mercato parisien. Alors ça va être long sur les départs. Rafinha est parti en prêt à la Real Sociedad. Sergio Rico a été prêté à Majorque. Bandiougou Fadiga a été libéré de son contrat et est parti en Grèce à l'Olympiakos. Le jeune latéral gauche Teddy Allo, prêté à l'AS Eupen, 12e du championnat belge en D1. Je ne sais pas si je dis bien l'AS Eupen, je demanderai à notre ami Sacha Tavolieri. Et Kenny Naguera, qui a été prêté à Avranches en national. Voilà pour les départs. Et les arrivées, voilà, zéro, rien du tout. Je voulais qu'on revienne surtout sur les joueurs qui ont été annoncés partants. C'est là qu'on va venir notre premier débat. Eric Dina Ebimbe, dont on a beaucoup parlé, qui devait partir pendant ce mercato, devait partir tout d'abord au Bayer Leverkusen dans un premier temps, puis aussi il y a eu la proposition de 3 en prêt, mais le PSG le forçait à prolonger 2 ans avant de partir. Résultat, le deal ne s'est pas fait. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, que ce soit le clan Dina Ebimbe avec le Paris Saint-Germain que l'accord avec un club. Lui, il voulait partir absolument au Bayer Leverkusen. Apparemment, il y a eu Francfort hier en fin de journée. Et pareil, ça. Voilà. Pareil, ça s'est pas fait non plus. Bon, je crois que c'était surtout le fait que Paris veuille le faire prolonger 2 ans avant de partir qui a fait un peu capoter le prêt. Il y a Ander Herrera ensuite. Bon, c'était rapide, qui a été cité du côté de Lyon, mais bon, il voulait pas partir du PSG parce que la soupe est bonne. Et qui ne veut pas partir de la capitale, il est très bien là-bas. Herrera, il y avait une piste pour l'aéroport d'Orly aussi, contrôleur aérien. Mais ils ont pas. J'avais pas vu ça. T'as des infos, Nico, que j'ai pas. Hein. Je sais que tu es toujours bien renseigné sur le mercato. On a parlé aussi de Levin Kurzawa, qui aux oubliettes, au Paris Saint-Germain. On savait même pas qu'il était encore au club. Il y a eu West Ham, Newcastle qui étaient dessus. Il y a même eu, d'après RMC, Lille et Bordeaux qui ont essayé de le récupérer hier pour un prêt de 6 mois. Mais le PSG demandait trop apparemment dans la prise en charge du salaire. Il reste encore la MLS et la Turquie qui n'ont pas fermé leurs portes pour le mercato hivernal. Donc à voir s'il partira.
Mauro Icardi qui a été cité un peu à un moment du côté de la Juve, si Morata partait, mais bon, ils ont pris Dusan Vlahovic, donc il n'y a pas photo sur le choix de recrutement de la Juve au poste de numéro 9. Ils ont fait un très bon coup avec Vlahovic. Colin Dagba, qui était titulaire hier, qui Paris a refusé de le prêter alors que le joueur voulait partir à plus de temps de jeu apparemment. On reviendra dessus avec toi, Yacine, notamment. Et Kylian Mbappé aussi, qui, alors information du journal allemand Bild, comme quoi il avait déjà signé avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Voilà, l'énième feuilleton sur info sur le transfert de Kylian Mbappé pour un salaire de 50 millions d'euros par an. Mais le très bien renseigné Fabrizio Romano a précisé hier soir dans un tweet que sur cette info que rien n'était fait encore et que c'était pas pour maintenant que ça se ferait. Donc voilà. Ils ont tous été cités pour des départs probables, mais aucun n'a quitté la capitale. Leonardo a pas réussi à en vendre un. Mousse, certains étant bien trop attachés à leur salaire ou leur confort de vie au PSG, et puis d'autres où le deal ne s'est pas fait. Quel bilan on peut faire après que j'ai dit tout ça du mercato parisien? Un bilan nul. Nul, et ça on le doit à Leonardo, parce que en fait, quand tu es directeur sportif, évidemment, tu dois être capable d'acheter des joueurs. C'est encore plus facile quand tu as le carnet de chèques qui suit. Donc pour Leonardo, ça va encore. Par contre, quand il s'agit de faire un peu de place et de dégraisser un peu l'effectif. Alors, si tu prends l'effectif du PSG, tu peux te dire finalement tous les postes sont doublés, et dans tous les grands clubs, en fait, ça se passe comme ça. C'est vrai que si tu as tous les effectifs, les postes sont doublés, parfois par 2 internationaux, etc. Sauf que nous, il y a tellement un écart entre les titulaires et les remplaçants qu'il aurait été de bon ton d'essayer d'en vendre 2 ou 3 pour en récupérer 2 ou 3 qui pourraient faire l'affaire. Et tu l'as dit, des mecs comme Kurzawa. Alors, Lévin Kurzawa, c'est particulier parce qu'il me semble que sa femme attend un heureux événement, et j'étais quasiment sûr qu'il bougerait pas, parce qu'il y a peut-être une naissance qui va arriver dans les prochains mois. Donc, c'était quasiment sûr qu'il n'allait pas bouger dans cette période. Même pour un prêt de quelques mois, c'était acté. Moi, je savais qu'il n'y avait aucune chance. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit. Il y avait un off qui était sorti en disant qu'il ferait aucun cadeau au PSG, et que le directeur sportif partirait bien avant lui. Donc sur Kurzawa, c'est réglé. Après, sur les autres cas, évidemment, si t'es pas capable de faire partir un joueur comme Herrera qui t'apporte pas grand-chose, alors oui, il a été bon de manière sporadique sur quelques matchs, évidemment, mais c'est pas suffisant pour prétendre à une place à l'intérieur de l'effectif du PSG. Herrera qui est arrivé libre de Manchester et à qui on a offert un salaire monstrueux, il doit être à 10 millions par saison. C'était le salaire de Cavani quand il était au PSG. Mais Cavani, lui, il a apporté 200 buts. C'est pas les mêmes postes, etc. Mais c'est juste pour vous faire une comparaison. C'est-à-dire que le fait de le prendre, voilà. Parce que Herrera, à l'époque, 10 millions d'euros pour Herrera, quand même. Ça fait mal d'entendre 10 millions pour Herrera, quand même. Parce qu'il était très courtisé à l'époque, oui. Parce qu'il partait libre de Manchester. Il y avait notamment l'Atlético Madrid qui s'était renseigné. Il y avait aussi Bilbao, il me semble, qui s'était renseigné. Donc Paris, pour pas rater l'affaire, lui a proposé 10 millions. C'est énorme, 10 millions. Quand il signe, il a quel âge? Il a 29-30 ans, Herrera. Paredes, qui marche pas autant qu'Herrera, mais dont on a vu que même s'il a des qualités, son passage au PSG pour l'instant plus que raté, puisque voilà, c'est pas suffisant. Et le problème, encore une fois, le directeur sportif, il n'a pas fait son job. Peut-être aussi parce qu'il s'y prend mal, peut-être aussi parce qu'il a des mauvaises relations avec les joueurs, aussi parce qu'il faut un peu de diplomatie quand tu veux te séparer de joueurs. Et c'est peut-être aussi pour ça que les joueurs ne veulent pas entendre parler de prêt ou d'échange. On a aussi entendu des choses sur Icardi pour un échange avec Dembélé, par exemple. Ça, j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas. On a même parlé d'un échange possible, parce que je voulais parler après des joueurs que du coup, tu n'as pas réussi à tirer parce que tu n'as pas réussi à te libérer de la masse salariale. Mais tu parlais d'Ousmane Dembélé. C'était au début apparemment un échange joueur avec Di Maria et Juan Bernat, que Barcelone a proposé en gros, et ce qui a été refusé par le Paris Saint-Germain. Et ensuite, oui, comme tu disais, il y a eu de proposer dans la balance Icardi et... je sais plus. Je sais plus. Moi, j'ai vu Icardi, mais je sais plus s'il y avait un autre. En tout cas, c'était de joueurs sans argent en plus, quoi. Voilà, c'était un échange de joueurs. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que Leonardo, moi, je vois pas comment il peut être encore au club l'été prochain. Franchement, je vois pas. Il a raté beaucoup trop de choses. Pour revenir globalement, tu as le problème Mbappé, tu as les jeunes qu'il n'a pas su retenir, notamment les jeunes Kouassi, et même tu as du mal à convaincre les jeunes aujourd'hui de prolonger. Vous avez parlé d'Ina Bimbe, on peut parler de Xavi Simons, même Michu se pose des questions, même si c'est vrai qu'il y a une loi qui est propre à la France où
les premiers contrats pro des jeunes, tu peux uniquement faire 3 ans. Et là, ça a été modifié. Donc, du coup, je crois qu'à partir de la saison prochaine, tu pourras leur offrir un contrat de 5 ans. Donc, c'est vrai que là, au moins, les clubs français seront un peu moins lésés. Mais malgré tout, Leonardo, il n'a aucune force de persuasion, que ce soit pour faire partir des joueurs professionnels, que ce soit pour essayer de convaincre des jeunes de continuer l'aventure au PSG. Et encore une fois, niveau vente, on n'avait peut-être pas forcément besoin d'arriver, mais si tu avais vendu 2 ou 3 joueurs, ou même prêté 2 ou 3 joueurs, eh ben, tu aurais peut-être pu aller chercher, par exemple, une bonne doublure à Achraf Hakimi, parce que la priorité, c'est quand même ça. Tu as des difficultés au milieu de terrain, ben, tu aurais peut-être pu faire venir Ndombele pour essayer de voir ce que ça donne pour les 4 derniers mois et voir s'il arrive à bien s'intégrer. Et pourquoi pas après lui donner un contrat, même si je crois que Tottenham en veut beaucoup. On parle d'une option à 65. Je pense pas que le PSG aurait payé autant. D'ailleurs, ils avaient déjà refusé de payer ce prix-là à l'époque où il jouait à Lyon, parce qu'Antero Henrique avait tenté de le faire venir, et ils avaient refusé de payer autant. Donc voilà, sur le mercato hivernal, il y avait, à mon sens, il y avait des choses à faire côté de départ. Et si tu avais réussi à faire quelques départs, eh ben, tu aurais pu faire quelques appoints pour compléter ton effectif, et notamment, encore une fois, doubler le latéral droit, et pourquoi pas trouver un autre milieu de terrain. Pour moi, c'est un échec total de Leonardo. Échec total dans le mercato hivernal. Déjà que le mercato estival, alors il y a eu des bonnes choses et tout, mais il y a eu des choses qui étaient pour moi illogiques. Et là, cet hiver, voilà, quoi, on a l'impression qu'il a absolument rien foutu. Et on se demande pourquoi. Yacine, problème aussi par rapport à Leonardo de problème de communication, enfin on va dire avec le clan des joueurs qui sont au club, aussi peut-être problème de réseau. Toujours aller chercher peut-être en Italie, et là tu as des difficultés à vendre des joueurs à d'autres championnats. Enfin, je voyais aussi des critiques comme ça sur Leonardo, du fait que tu n'arrives pas à refourguer les joueurs que. Ouais, il y a peut-être aussi un problème de réseau, aussi, tout simplement, que Leonardo est un peu trop focus sur un certain championnat et qu'il a des difficultés à vendre ou à prêter des joueurs. Parce que on en a parlé en plus, Nico et Yacine, lors du précédent podcast, on a parlé de Tanguy Ndombele qui était possiblement une arrivée au Paris Saint-Germain, et là c'est d'attendre, et le fait que Paris n'arrive pas à vendre ou à prêter des joueurs et libérer de la masse salariale, il a mis les voiles pour son ancien club de l'Olympique Lyonnais. On a également parlé d'Ousmane Dembélé en fin de mercato, mais bon, dans un possible échange de joueurs, ça n'a pas pu se faire. D'ailleurs, il va peut-être aller apparemment à Chelsea ou à Tottenham l'été prochain. Bon, là, ça s'est pas fait. Il va rester au Barça pendant 6 mois encore. Mais possiblement plutôt qu'elle a connu à Dortmund du côté de Chelsea. Toi, Yacine, quel bilan tu fais du mercato? Bah écoute, je voulais parler de Colin Dagba aussi, je crois que tu voulais revenir sur Colin Dagba aussi, sur le fait qu'il n'avait pas été prêté. Ouais, parce que Colin Dagba, il y a Venise, je crois, qu'il voulait en prêt, et Paris a refusé. Alors, sous prétexte qu'il n'y a que Hakimi, que Kehrer peut dépanner à 2 postes, mais avec Ramos incertain, il se dirige plus vers un dépannage dans l'axe. Bon, moi, je veux bien qu'on m'explique ça. Moi, franchement, je vous dis la vérité, de toute façon, que tu mettes Dagba, Di Maria ou tu as Pochettino qui reprend du métier. Franchement, à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux sur ce qu'est Dagba, quoi. Voilà. Bon, le mec a gagné l'euro million, chapeau. Il n'y a pas de peut-être Kehrer, c'est plus possible, quoi. Voilà, c'est juste plus possible. Maintenant, pour le reste sur Leonardo, bah, j'ai envie de dire, il est où? Voilà. C'est bien beau de venir faire le beau le 23 septembre quand tu bats City au parc. Hein, mais t'es où? T'as fait quoi? Leonardo, sur la première partie de son mandat, la première version, Leonardo 1, il vend pas. Hein. Il achète, mais il vend pas. Donc, c'est pas un scoop. Sauf que, effectivement, à l'époque, en 2010, le championnat italien, bah, y a des joueurs, le championnat est encore au niveau, et son réseau marche bien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Il vend un peu, Nico. Yass, il vend un peu quand même. Oui, plus que là. Il vend Sacco, il prend le Gano, ça marche pas, il le revend. Il y a eu quelques ventes au début. Oui, il y a eu quelques ventes. Voilà. Après, là, oui, c'est vrai que c'est le néant. Donc, comparé à là, effectivement. Ça. Parce qu'il vend Sacco à Liverpool, je crois, 18 millions et demi, presque 20 millions. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Après, on a vu d'autres joueurs partir pour plus. Après, on s'est demandé comment il avait fait. Mais bon, c'est pas grave. Bref, donc, bon, à un moment donné, il est où? Parce que je rappelle que lui aussi, parce qu'on parle beaucoup, j'ai beaucoup parlé du salaire de Pochettino, mais Leonardo, il a un très beau salaire, d'accord? Donc, son salaire pour faire quoi? Tu vends pas, t'achètes pas, tu mets pas de l'ordre dans ton vestiaire,
Tu soutiens pas ton coach. En fait, donc, mais encore une fois, moi, je veux bien qu'on me donne un salaire et je ne demanderai même pas autant pour rien faire. Si c'est juste pointer à la factory, mettre 2-3 coups de pression aux meufs de l'accueil et monter dans mon bureau, m'enfermer jusqu'à 20h, honnêtement, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais faire. Voilà, je sais faire. À un moment donné, ce club, franchement, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe et c'est dur de le dire. Parce que malgré tout, on a connu des périodes, on rappelle, hein, Colonie Capitale, c'est le néant total, c'est la déprime, c'est une horreur. Mais là, on touche le fond parce qu'en fait, à l'époque de Colonie Capitale, à un moment donné, on n'attendait plus rien des joueurs. C'est-à-dire qu'on soutenait le club, mais on n'attendait rien. C'était un miracle de gagner un gros match. Voilà, c'est des mecs qui se tapaient, mais il n'y avait rien. Mais au moins, tu n'en attends rien. Là, tu rêves, tu te dis, ah, enfin, mais en fait, il n'y a rien. Et je crois vraiment que, honnêtement, moi, Leonardo, je vous dis honnêtement, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Mais ce que disait Nico tout à l'heure sur l'indifférence, en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que tu as un directeur sportif qui vient se la raconter après une victoire, mais qui est inexistant sur le reste du temps. Tu as un coach qui se fout de ta gueule en conférence de presse, qui est assis sur le banc tout le reste du match, qui ne sait pas quoi faire. Tu as des résultats sans émotion, sans jeu, sans rien. Et en fait, franchement, ce qu'a dit Nico tout à l'heure, c'est tellement ça, c'est l'indifférence. Et je crois que c'est le pire. Parce qu'au moins, tu sais, quand tu as un peu de révolte, ça veut dire que le club existe encore pour toi. Tu vois, tu te dis, non, je veux qu'il se réveille. Mais l'indifférence, je crois qu'il n'y a pas pire. Et en fait, là, le club, il est en train de rendre indifférent tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont aimé ce club depuis 30 ans, 40 ans, dans des périodes horribles. Voilà, et en fait, Leonardo, c'est le symbole. Il va réapparaître, vous savez très bien, il va réapparaître peut-être un peu la semaine prochaine avant le Real pour raconter 2-3 conneries. S'il le fait pas avant, il attendra le bon résultat face au Real pour venir dire ah voilà, vous avez vu. Et toujours on tape sur le Paris Saint-Germain et toujours on tape. Mais vas-y, allez, casse-toi, mais casse-toi toi aussi. Sérieux, le retour du casse-toi. Ouais, parce que si c'est pour venir nous raconter tes conneries après une victoire contre City et tout, et nous expliquer qu'on tape sur le Paris Saint-Germain et je sais pas quoi, franchement, on n'a pas besoin de toi, casse-toi. Ouais. Et le pire dans tout ça, et je te laisse la parole, Nico, hein, c'est qu'on parle même pas des histoires extrasportives qu'on a vues ces derniers temps. Hein. De Icardi, Herrera, passant par Keira Amraoui, les audios qui sont sortis il y a 2 jours, la meuf. Il y a des audios qui sortent la veille du match contre Lyon. T'as Aminata Diallo, la pauvre, qu'on a pris plein la gueule, dont le club n'a jamais fait un communiqué pour la soutenir quand même. Hein, c'est vrai parce que rien. J'en parlais avec Romain Molina avant qu'il sorte sa vidéo. On parlait de ça et c'est vrai qu'on s'est quand même étonné de se dire il n'y a même pas eu un petit mot de soutien. Et Keira Amraoui qui est titulaire face à Lyon, c'est un match quand même qui est très important. Aminata Diallo, je crois qu'elle est même pas dans le groupe, ou en tout cas elle est pas titulaire. Et tout ça se fait sans que le club communique. On dit rien. Ce qui est, en fait, au PSG, il faut parler de rien. Enfin, il faut vendre des maillots, il faut avoir une bonne image. Donc, toutes ces histoires-là, il faut pas en parler. Il faut jamais en parler. On met tout sous le tapis et on attend que ça passe. Mais il se passe quand même des choses qui sont très graves. Et notamment chez les féminines et l'histoire Amraoui. Normalement, c'est un club professionnel. On voit ce qui se passe. C'est pas les mêmes choses. Mais par exemple, il y a une affaire avec Greenwood à Manchester. Le club tout de suite a pris des mesures, etc. Quand c'était Benjamin Mendy, encore une fois, c'est pas les mêmes histoires, attention. Hein. Mais voilà, les clubs tout de suite ont communiqué, ont fait les choses. Au PSG, on laisse tout passer, on laisse tout glisser, ça finira par passer. Oui, parce que donc, en dehors du sportif, t'as même l'extra sportif où le PSG ne communique absolument jamais. Il faut pas faire de bruit et il faut attendre que ça passe. Ouais, c'est pas faire de vagues, pas un mot plus haut que l'autre. On ne veut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et au final, t'en es à avoir des situations comme ça. Pour préciser, un mousse, Aminata Diallo était sur le banc, elle est rentrée, elle a joué 8 minutes. Voilà. Ah ouais, pardon. Parce que j'avais regardé le début du match. J'avais vu qu'Amraoui était titulaire. Et, je pensais qu'elle était même pas dans le groupe. Okay. Amraoui n'est pas sortie, elle a joué le match, elle a joué tout le match. Mais c'est vrai que je vous invite à aller voir la vidéo de Romain Molina qui explique un peu les détails de l'affaire Keira Amraoui. Je ne vais pas dire Keira Amraoui, Aminata Diallo, parce que c'est que l'affaire Keira Amraoui sur le dossier, etc. Et comment c'est géré par Ulrich Ramé, le directeur sportif des féminines, et comment ça se passe au sein du vestiaire qui est en train d'imploser chez les féminines parce qu'aucun soutien pour Aminata Diallo, et Keira Amraoui qui peut continuer à tout faire et à emmener les enquêteurs un peu où elle veut en déclarant plusieurs fausses pistes. D'ailleurs, il y a aussi Ayet Abidal, la femme et maintenant ex-compagne de Eric Abidal, qui a parlé dans Le Parisien. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir l'interview. Est-ce que je peux compléter 30 secondes sur Kimpembe, juste parce que j'ai vu les choses tourner sur Twitter, juste sur Kimpembe.
il a absolument rien à voir avec l'agression de Khair Amraoui, que les choses soient claires. Son nom a été cité pour d'autres choses. Ça, c'est sa vie privée, ça le regarde, mais il n'a absolument rien à voir sur l'agression de Khair Amraoui. Et une précision pour les gens qui disent oui, c'est faux, le PSG est au courant d'une histoire entre Khair Amraoui et Kimpembe, la fameuse histoire où ce que raconte Romain où elle sort de chez lui et elle tombe dans l'escalier. Ça, c'est vrai, parce qu'on l'a même confirmé au sein même du club, du PSG. Ils savaient qu'il y avait une histoire, mais bon, après, c'est la vie privée. C'est normal qu'ils communiquent pas dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Et il semblerait, et c'est Romain qui a apporté cette précision, que de toute façon, il était déjà séparé, Presnel Kimpembe. Et encore une fois, ça, c'est sa vie privée. Donc ça n'a absolument rien à voir. Par contre, sur l'agression en elle-même, il n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas coller des choses au pauvre Presnel. Déjà qu'il prend cher le pauvre sur les réseaux pour son histoire avec Amraoui. Mais non, il n'a absolument rien à voir avec l'agression. Voilà, ça c'est. Et puis dans ce milieu-là, Yacine pourra le confirmer. Je pense que même vous deux pouvez confirmer. Des histoires comme ça, il y en a dans tous les clubs. Des tromperies, je t'ai piqué la femme d'un joueur. Rappelez-vous Briand, les histoires qui circulaient sur Jimmy Briand et avec les épouses de ses collègues. Il y en a eu plein. Il y a eu l'histoire Courtois, De Bruyne. Voilà, des histoires comme ça, il y en a dans tous les clubs. C'est pas propre au PSG. Alors Nico, sur ces histoires de couchage entre joueurs et Nico, comment ça se passe à Versailles, Nico? Écoute, nous ici c'est calme, il n'y a pas trop de problèmes. Alors déjà, j'aimerais juste apporter une précision à tous ceux qui vont, parce que je sais que tout le monde va me demander sur Twitter à partir de la diffusion du podcast. Je vous communiquerai les dates du spectacle d'imitation de Yacine. Avec notamment, effectivement, ça s'appelle Moi Léo. C'est un très bon spectacle. Je m'excuse. En plus, on était plus dans l'accent allemand que l'accent brésilien. Ouais, c'était plus une version Thomas Tourelle. Oh, c'était le Brésil de l'Est, quoi. Moi, j'ai bien dit. Je maîtrisais plus rien, là. Je maîtrisais plus rien. Comme le PSG, je maîtrisais rien. Là. Yas, reste dans la tactique. Laisse-nous l'humour. Mais en plus, j'ai pas voulu faire de l'humour. C'était les nerfs qui parlaient, là. Oui. Ah, je sais. Non, mais on l'a reconnu, Leonardo. C'est Leonardo qui fait la bringue à Munich à 23h après 2-3 bières. Il y avait un peu de ça. Nico, c'est Leonardo qui a avalé Tourelle, en fait. C'est ça. Ouais, Nico, sur un peu tout ça, sur transfert, organisation. Il y a beaucoup de choses, c'est vaste. Il y a un large spectre. Je choisis ce que je veux, quoi. Tu fais ce que tu veux. Alors, je vais choisir les féminines, évidemment. Non, je plaisante. Ouais, tu peux, si tu veux. Non, je vais rebondir sur le mercato, surtout. Évidemment, je suis d'accord avec vous sur Leonardo qui ne sait pas vendre. Maintenant, quelque part, j'ai envie de te dire que on l'a cherché cette situation. Quand tu offres des salaires aussi confortables à des joueurs aussi moyens, les mecs, déjà, ils veulent plus partir. Et puis, quand bien même ils veulent partir, il n'y a aucun club qui est capable de s'aligner. Donc, tu te retrouves comme avec Kurzawa, comme avec Herrera, comme tu vas avec Paredes, avec ce genre de joueurs-là, voilà, qui sont en soi, qui peuvent, à mon avis, rendre des services dans des clubs un peu partout, mais qui aujourd'hui sont pour plein de raisons intouchables. Et puis en plus, moi ça me rend fou. Voilà, un Kurzawa par exemple, ça me rend dingue, quoi. Le mec, il préfère passer tous les week-ends, comme disait Yacine la semaine dernière. Voilà, il est chez lui tous les week-ends, il est content et ça lui suffit, quoi. Il a même pas envie de jouer au foot, le mec. Donc là, j'entends parler éventuellement de la MLS pour Kurzawa, mais comment tu vas le convaincre? À part lui dire que tu lui offres un billet gratos toutes les semaines à Orlando pour aller voir, je ne sais même pas si Orlando pour aller à Disney World, le mec il n'en a plus rien à foutre du foot. Si, il est très fan de NBA pour avoir les matchs. Ouais, c'est ça. Donc il faut trouver un club. Sauf que les salaires en MLS ils sont beaucoup trop bas pour les Kurzawa. Et puis c'est plus la politique. En MLS maintenant ils recherchent des jeunes prospects plutôt 20, 21, 22. Donc je suis même pas sûr que ce soit une piste valable pour Kurzawa. Donc voilà, donc c'est dramatique. Alors après, là où j'en veux un peu au club, c'est que les joueurs, ils n'ont rien demandé. On leur a proposé ces contrats-là, ils les ont acceptés. Derrière, toi, par exemple, ce que fait Barcelone avec Dembélé, c'est complètement différent. Le mec refuse de prolonger, il y a un conflit, ils disent ok, tu veux pas prolonger, nous on refuse ta situation, on te met sur le banc. Mais Kurzawa, qu'est-ce que tu veux lui reprocher dans l'absolu, quoi? Le mec a décidé qu'il devait pas jouer, parce que tu n'as pas confiance en lui et puis parce qu'il est pas bon. Tu lui as donné un gros salaire, tu viens de le prolonger, et puis maintenant tu vas lui dire on veut plus de toi, dégage. Le mec il va pas te faire de cadeau et
j'ai même du mal à aller en vouloir à lui, tu vois, parce que c'est de ta faute à toi à l'arrivée, quoi. Tu t'es toi-même mis une épine dans le pied avec plein de dossiers comme ça. Et malgré tout, je trouve quand même qu'il y a eu 2 points positifs dans ce mercato. Le premier, c'est qu'on s'est pas complètement fait avoir par Tottenham en prenant Ndombele à se retrouver à lui payer 6 ou 700 000 euros de salaire et avec une option d'achat obligatoire qui nous pendait au nez à 40 ou 50 millions d'euros. Donc déjà, je trouve que quelque part, au moins, on a évité ça. Et puis alors surtout, je suis étonné que vous ne l'ayez pas dit, mais on a évité Dembélé, les amis, quoi. Et j'ai vraiment cru jusqu'au bout pour le coup. Hein. Hier matin, je faisais pas le fier. Au moins, on a évité Dembélé pour les 6 prochains mois. Donc peut-être qu'il viendra au mois de juin, j'en sais rien, mais on a déjà au moins évité ça pendant 6 mois et c'est déjà, je trouve, une petite victoire. Après, on tente de peu, je sais. Tu es d'accord, Nico, hein, je parle d'Ousmane Dembélé, mais tu es d'accord qu'il manque un profil d'ailier au Paris Saint-Germain que tu n'as plus depuis que Sarabia est parti dans la rotation, moi. Tu n'as pas d'ailier, en fait, à part Mbappé, qui peut jouer à ce poste-là, mais Messi, il revient tout le temps dans l'axe. Di Maria, pareil, tu n'as pas d'ailier, en fait, dans l'effectif. Bah, sur le papier aujourd'hui, c'est. Oui. Aujourd'hui, sur le papier, c'est. Enfin, dans l'esprit de Pochettino, de toute façon, quand tout le monde sera là, ce sera Messi ailier droit et Neymar ailier gauche. Donc, de toute façon, tu fais venir un. Si c'est pour venir un mec qui jouera pas, de toute façon, c'est. Après. Alors moi, j'ai une piste en tant qu'ailier qui, je pense, ça vaut le coup. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me dire non, t'es complètement fou. Mais pourquoi pas aller chercher Ziyech à Chelsea, qui est pas titulaire avec Tuchel pour préparer l'après Di Maria. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Bon, c'est vrai aussi que c'est un compatriote marocain. Je ne le cache pas, c'est vrai. Le problème, c'est que Ziyech, il a un peu plus joué depuis les derniers temps. Oui, je sais. Ouais, je sais. C'était plus le même statut au moment où le mercato s'est ouvert. Je sais, parce qu'il a un peu plus de temps de jeu, mais moi je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je le préfère à Ousmane Dembélé, personnellement. Mais c'est pas du tout le même profil, quoi, parce que Dembélé, c'est un ailier qui bouffe la ligne et qui appelle sans cesse en profondeur, etc., qui fait des appels. Et Ziyech, c'est plus un joueur comme Di Maria qui a tendance plutôt à rentrer dans l'axe, utiliser son pied gauche pour enrouler. D'ailleurs, on a vu, je sais plus c'était contre qui, il y a peu de temps avec Chelsea où il met un enroulé magnifique plein de lucarne. Donc c'est un excellent joueur, mais qui se rapproche plus du profil de Di Maria que d'un vrai ailier. C'est pour ça que je parle de préparer l'après Di Maria. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Pour l'après Di Maria, ouais. Enfin, je préfère le profil Ziyech que le profil Dembélé, quoi. Tu sais, après, il n'y a pas que l'après Di Maria qu'il va falloir préparer dans les prochaines semaines. Là. Et on peut aussi être inquiet quand tu vois comment ce mercato a été géré là pendant tout le mois de janvier. Parce que j'avais du mal à y croire, mais on est en train vraiment de se diriger vers un gros chamboulement au PSG quand même l'été prochain. Tu vas changer de coach a priori. Tu vas peut-être changer de directeur sportif. Tu vas perdre Mbappé, parce qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons avec Mbappé qui évidemment va se barrer. Tu as des joueurs, il va quand même vraiment falloir se poser des questions. Di Maria en premier lieu. Il y a quand même encore un chantier monstrueux au PSG cette saison qui se profile. Et aujourd'hui, on avance un peu dans l'inconnu, quoi. Donc, sur Leonardo, Nico, tu as raison. Et à 99,9, et tu te rappelles, je t'en parlais ce matin, Hugo. Pour moi, il quittera le club cet été, Leonardo. Il peut pas en être autrement, surtout si tu as le projet de faire venir Zidane. Zidane ne travaillera pas avec Leonardo, c'est impossible. Il voudra avoir quand même la main sur les décisions. Et de toute façon, t'as tellement de travail au niveau de la direction sportive, et notamment pour reconstruire un effectif beaucoup plus cohérent et te débarrasser des joueurs qui sont là uniquement pour le salaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Il y aura, je pense, un gros chamboulement cet été. Et je ne vois pas comment Leonardo peut rester une saison de plus. C'était déjà chaud l'été dernier. En fin de saison, il était lui-même réfléchissait à partir. Mais là, je pense que ça va être comme un accord et je pense que l'été prochain, je pense qu'il sera plus là. Enfin, je vois pas comment il peut continuer. Surtout que si Zidane vient, j'ai vu pas mal d'infos circuler là-dessus, ça serait pour avoir un poste de manager un peu à l'anglaise où il prend les décisions, qui fait un peu directeur sportif et entraîneur, donc qui a un poste plus large que ce qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain quand tu es entraîneur au club. Bon, je pense que... juste Nico. Sur Zidane, moi, j'aimerais bien aujourd'hui voir Zidane, je vous l'ai déjà dit, non pas que je sois un fan de lui, loin de là, mais je pense que c'est le seul profil disponible actuellement sur le marché avec déjà cette aura en tant qu'ancien joueur, qu'ancien entraîneur, qu'entraîneur, et puis surtout avec ce côté très politique. Moi, je pense que c'est effectivement le seul profil aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment essayé au PSG, et il faut le tenter au moins une fois pour voir si ce club est définitivement ou pas entraînable. Donc, j'aimerais vraiment voir Zidane rien que pour ça. Mais après,
déjà, je suis très étonné, je serais très surpris de voir Zidane débarquer dans ce merdier. Franchement, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre quel est son intérêt, sachant que il y a potentiellement une place en bleu qui se libère dans les 6 mois qui vont suivre. Donc j'ai vraiment énormément de mal à y croire. Et puis après, la question qui va aussi se poser, c'est est-ce que les dirigeants du PSG actuel sont capables de se dire on met un terme à cette politique de stars d'étoiles planétaires et puis on part enfin dans un recrutement un peu plus cohérent avec des joueurs qui sont peut-être moins à côté au niveau du marketing, mais qui vont nous faire du bien. Et quand j'entends parler des pistes de Dembélé, de Pogba, j'ai vraiment l'impression qu'on va encore retourner toujours dans ce même bordel et que Zidane ou pas, si tu as toujours ce genre de politique sportive, ça va pas changer grand-chose, quoi. Donc, puis encore une fois, il va falloir gérer des mecs comme Di Maria, Sergio Ramos, on n'en a pas parlé, mais voilà la carotte qu'on est en train de prendre avec Sergio Ramos. Il faudra peut-être aussi va peut-être falloir en parler un jour et puis de réfléchir à l'avenir. Messi, est-ce que ça va pas devenir un problème à court terme également pour le PSG, sachant que lui, il a qu'une envie, à mon avis, aujourd'hui, c'est de se barrer parce qu'il a compris où est-ce qu'il avait mis les pieds. Donc, on peut avoir effectivement un mercato cet été assez copieux. Et puis, ça peut. On est peut-être sur une saison charnière avec des conséquences qui seraient peut-être un peu plus pénibles qu'on l'espère. Donc, je suis assez inquiet. Pour finir là-dessus, Nico, et sur Zidane, je pense que ça dépend de la profession que tu vas lui faire et le poste qu'il aura et avec qui il sera amené à travailler. Par exemple, je sais que Pogba, lui, sportivement, il en rêvait au Real et ça s'est jamais fait parce que Pérez avait refusé, notamment à cause de Mino Raiola. Mais ça dépendra du poste qu'on va lui proposer, est-ce qu'il aura les mains libres pour faire ce qu'il veut, est-ce qu'il y aura un directeur sportif au-dessus de lui, etc., etc. Mais comme tu le dis, de toute façon, à part lui qui est libre qui est sur le marché, pardon, il y a pas d'autres entraîneurs et tu peux pas non plus continuer vu le niveau que propose Pochettino. Ça paraît difficile et puis en plus les histoires de oui j'ai voulu partir, etc. Finalement je suis resté. Je pense que pour Pochettino aussi c'est fini. Il y a qu'à voir son travail et même son expression au bord du terrain, il n'y est plus du tout. Voilà. Pour Zidane, tout va dépendre de effectivement s'il y a un gros chamboulement, un gros ménage de l'effectif et est-ce qu'on pourra attirer les joueurs avec qui il veut travailler. Donc c'est une possibilité, Nico. Ça pourrait être aussi un argument pour convaincre Mbappé de rester, même si on sait qu'un jour Mbappé finira par aller au Real, on le sait. C'est pour ça que je dis pas que Nico il va rester, il partira à bout d'un moment, mais est-ce que ça peut retarder son départ d'un an si Zidane vient dès cet été? Bon, en tout cas, le mercato d'été sera plus vivant que le mercato d'hiver parce qu'il y a, comme vous venez de rappeler tous les trois, beaucoup de choses à prévoir d'ici la fin de cette saison. Donc on aura le temps évidemment d'en reparler. Hein. Prochain match du Paris Saint-Germain, donc ça sera dimanche contre Lille, le 10e de Ligue 1, à l'extérieur. Et puis il y aura le match contre Rennes avant le Real Madrid le 15 février prochain pour le match aller au Parc des Princes. Avec la fin de la jauge à 5000. Ça déjà c'est un point positif, Yacine. Ouais, c'est clair. Parce que franchement c'est insupportable les matchs à 5000. Voilà. Toi qui étais au parc hier, l'ambiance, c'est un parc vide comme ça, c'est quand même triste. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, au moins un petit... On a oublié de dire un truc. Paris, ils ont quand même pas battu cette saison Nice, donc 2 fois. Ils n'ont pas battu Lens, ils n'ont pas battu Marseille, ils n'ont pas battu Rennes encore. Il doit y en avoir un autre. Lyon. Non, ils ont gagné. Ah non, Lyon. Mais si, ils ont gagné. Ah si, ils ont battu. Ouais, ils ont gagné 2-1. Ouais. Donc bon. Oui, ouais, c'est vrai. Et puis fin de la... On a battu City, donc c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, on continue à ne pas gagner contre les équipes du top 5 de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense qu'on a été complet sur tous les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, que ce soit sur le match, donc cette défaite, cette élimination contre Nice, un 8e de finale de Coupe de France, et puis donc ce mercato qui a été au ralenti et quasiment inexistant. Merci à vous trois, merci Nico, merci Mousse et merci Yacine comme d'habitude. Un excellent podcast. Je pense que vous allez vous délecter de ce podcast parce que là, on est pratiquement à 2 heures. Yacine, on a combien? 1h48. 1h48 de podcast. Donc là, on vous a gâté. Franchement, régalez-vous, posez-vous, installez-vous et n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like sur la vidéo. Comme il n'y a qu'un match par semaine, nous, on bosse, c'est pas comme les autres. Exactement, tu fais bien de le rappeler, Yacine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et allez voir l'interview de Claude de Koh-Lanta qui a été publiée hier sur le compte YouTube de Paris United avec Clément à la baguette, Mousse qui était aux manettes derrière, je sais qu'il était sur place, et Sacha.
Et Sacha, notre ami Sacha, qui a filmé tout ça et donc qui vous a livré une interview de qualité. Donc je vous invite à aller voir. Et merci au restaurant Le Volver qui, à chaque fois qu'on a besoin d'un lieu, nous propose gentiment de faire les interviews. Donc, je fais un peu de pub. Restaurant Le Volver, rue Dauphine, spécialité argentine, notamment assado, les viandes, les grillades. Allez-y, vous n'allez pas le regretter. Et si vous allez entre 21h et 23h, normalement, vous verrez Clément. Ah, mais Clément, il travaille là-bas, hein, il y est tous les soirs. Hein. L'ami Clément Pernia, il y est tout le temps. Donc, c'est ce que j'allais dire, Mousse. Merci à Carlos, le gérant du Volver. Et à Cisco aussi. Et ce que j'allais dire, et à Francisco, qui gère maintenant le bar avec Carlos, le restaurant et bar, et qui a accepté évidemment de faire des interviews sur place. Et donc, on les remercie. Toujours ouvert à pouvoir faire des interviews là-bas. On leur remercie, c'est gentil à eux. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée, puis on se donne rendez-vous après le match contre Lille, donc en Ligue 1, pour, on espère, voir un peu mieux niveau football. Salut à tous et bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.